Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Web Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mister M pour l'analyse et la revue de l'index des Thousand Suns. On va maintenant parler des fils de Magnus, une armée qui historiquement était basée sur la magie. Or, avec la 10e édition, c'est la suppression de cette phase et vous allez le voir, Game Workshop a réussi justement à maintenir leur ADN de ce côté-là. Bon, déjà, petit disclaimer, l'armée, vous allez voir, elle est quand même assez forte, elle fait partie du haut du panier. C'est une des rares armées qui a gardé, on va dire, des synergies autres que mettre un perso dans une unité pour faire une Death Star. Et justement, on va donc avoir un skill cap assez élevé, beaucoup de choses à faire, c'est très plaisant, mais c'est vrai que ça va créer peut-être une disparité avec d'autres armées de la V10. T'as bien résumé le codex à l'heure actuelle, c'est vrai que... Écoute, on s'arrête là, merci. Les Wargamers. Non, plus sérieusement, c'est vrai que quand il y a eu cette annonce de V10 qui expliquait que la phase de psychique allait être supprimée et qu'en fait tous ces pouvoirs psy qu'on connaissait en test allaient être inclus finalement dans les datasheets, ça a quand même créé une forme de crainte chez beaucoup de joueurs TS en disant bon ok, à quoi va ressembler l'armée, est-ce qu'on va garder cet ADN finalement effectivement qui était plaisante de se dire qu'on avait toujours des sorts pour faire plein de choses. Games Workshop a fait un travail vraiment exceptionnel sur cette conception globale du Thousand Suns. On va continuer à garder, on va dire, cet ADN là, cette capacité à avoir des outils dans sa poche qu'on peut utiliser à différentes phases pour vraiment répondre à la problématique sur table, et donc ça c'est vraiment super. On va le voir, même si la première lecture est assez simple, je vais pas dire simpliste mais assez simple, on va vite se rendre compte que finalement il y a des strates après derrière de mise en application des règles qui vont faire qu'un joueur Thousand Suns va garder ce qu'il aimait avant, c'est-à-dire se prendre la tête à chacune des phases sur tiens qu'est-ce que je vais faire, comment je peux résoudre ce problème là, et ça on l'a toujours, donc ça c'est vraiment super. Et c'est une des seules armées à avoir gardé ces outils à part le 6 magique pour faire de la blessure mortelle, qui résume un peu le lancement de la 10e édition. C'est vrai, alors on va le voir, le TS a aussi ça, mais il se résume pas qu'à ça. Sur tout le monde en une règle. Bon voilà, c'est la synergie. C'est un peu vrai, c'est effectivement ce qui fait qu'aujourd'hui l'armée est très forte, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire et c'est vrai que c'est un codex qui est plaisant déjà quand on le lit et qui va être plaisant à jouer parce que chaque game sera vraiment différente en fonction de comment on va utiliser les règles qu'on va voir dans quelques instants, les règles d'armée qui sont les règles de cabale, de rituel cabalistique. Pour illustrer ce que tu dis, on va donc découvrir ensemble, on rappelle que maintenant dans cette 10e édition on a deux types de règles, on va avoir les règles d'armée, ici en l'occurrence il faut que son armée ait le mot-clé Thousand Suns, et ensuite on va avoir des règles de détachement qui correspondent un petit peu à des formations qui sont certainement creusées au moment de la sortie des différents codex. En l'occurrence ici on va donc parler de la règle d'armée avec les cabales de sorciers, très simple. Dépendamment de vos datasheets, vous allez voir dessus que dans la partie faction, vous allez avoir des points qui s'appellent des points de cabale. Vous allez les additionner à la fin de la phase de commandement et dépendamment de ceci, vous allez pouvoir les utiliser un petit peu comme des stratagèmes finalement, où chacun d'eux va pouvoir s'utiliser à des moments clés de la partie. En général, vous allez voir qu'en 2000 points, vous en aurez au début de la partie entre 15 et 20 pour vous donner un petit peu une idée de ce que vous allez pouvoir dépenser. Ensuite, on va pouvoir choisir d'utiliser un de ces fameux rituels et c'est donc les Psykers Thousand Suns qui pourront justement être la source de ces nouveaux mécanismes. On va donc commencer par le tisseur du destin qui vaut 2 points de cabale. On va utiliser ce rituel au début de n'importe quelle phase. Une fois pendant cette phase, quand un jet de sauvegarde sera alors raté pour une unité Thousand Suns à 18 pouces ou moins du sorcier qui aura lancé justement ce rituel, vous pourrez relancer ce jet de sauvegarde. Donc c'est une reroll de save. 2 points de cabale, c'est vraiment pas cher. Là, on commence à comprendre que les points de cabale, on va les utiliser en fonction des phases et on peut utiliser techniquement le même rituel sur des phases différentes. Potentiellement, je peux l'utiliser pendant la phase de tir adverse. 2 points de cabale, j'ai une reroll gratuite. Et après phase de corps à corps, 2 points de cabale de nouveau si je les ai toujours, j'ai aussi une reroll gratuite. Donc on commence à comprendre comment est-ce qu'on va devoir gérer son pool de cabale, à la fois pour avoir des rituels cabalistiques défensifs comme celui-là, on va voir il y en a d'autres qui sont offensifs, mais donc ça voudra dire quand même le joueur TS, il a un pool à la fin de sa phase de commandement qu'il va devoir garder pendant un tour entier, et donc il va devoir anticiper ce qu'il va vouloir faire pendant sa phase, très souvent pour des sorts ou des capacités offensives, tout en anticipant aussi potentiellement ceux qui va garder un peu en réserve dans sa banque pendant le tour adverse pour se dire j'ai quand même besoin de ça dans mon escarcelle pour pouvoir, si j'ai besoin de tanker par exemple avec Magnus, parce qu'on va le voir, on se doute bien que une reroll gratuite sur des unités qui sont très tanky et qui ont une sauvegarde invulnérable, ça devient très fort. J'insiste, excuse-moi, sur le fait de celui-là, 2 points de cabale, c'est rien, puisque ça remplace un point de commandement, qui est aujourd'hui une des ressources les plus chères du jeu. Et c'est là où on va en venir, c'est que aujourd'hui des rerolls de commandement, on va en faire beaucoup moins, puisque beaucoup moins de PC. Alors, parfois, quand c'est ultra structurant sur une save, le joueur va quand même la tenter parce qu'il y a des moments où sa 4+ peut vraiment changer un delta de game. Mais globalement, les joueurs aujourd'hui, ils vont plus avoir envie de mettre un PC pour une reroll, pour une save, parce que beaucoup trop cher en fait en ressources. Là, 2 points de cabale, c'est cadeau. Donc c'est très bien.
Yes, ensuite on va avoir l'accélération temporelle qui vaut 5 points de cabale. Vous allez l'utiliser au début de votre phase de tir, choisir une unité Thousand Sun à 18 pouces ou moins d'un sorcier, à moins que cette unité soit à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités ennemies. Et alors elle va pouvoir faire un mouvement normal. Si elle le fait par contre, elle ne pourra pas charger. Bon, alors déjà on commence déjà. Le premier, 2 points de cabale, cadeau, une reroll. Là, celui-là, 5 points de cabale, on vient de se rappeler, on en a entre 15 et 20. Hein, donc 5 points, c'est pas non plus énorme par rapport à tout ce qu'on peut faire. Mouvement. Double move. Pas contrable, hein, excuse-moi, il n'y a plus de dissipation, il n'y a plus tout ça. Il y a rien, double move. Et n'importe quelle unité. Ça va, un Rhino qui peut bouger de 12, qui peut bouger de 24. Un Magnus, on le verra, qui bouge de 14, 28. Et il peut tirer. Donc c'est-à-dire qu'il peut faire tous ses psys s'il a envie. Bref, ça ouvre déjà une lecture du codex et des unités du codex totalement différentes, puisqu'au bout d'un moment, il faut prendre en compte que mon unité, de façon gratuite, je peux la faire bouger 2 fois. Donc je pense que rien que ça, déjà, l'armée Thousand Sun est l'armée peut-être la plus mobile à l'heure actuelle du jeu, puisque je pense qu'il n'y a pas d'autres unités qui peut dire mon Land Raider, par exemple, va bouger de 20 ce tour-ci, si j'ai envie, et va tirer. C'est quand même, alors je dis pas que c'est le meilleur combo, mais c'est quand même très fort pour 5 points de cabale, sachant qu'on va pas non plus s'handicaper sur le reste. Hein. Donc déjà, le deuxième, très fort. Yes, ensuite on va avoir l'écho du Warp pour 6 points de cabale. Utilisez ce rituel au début de n'importe quelle phase. Une fois à cette phase, vous pouvez choisir que l'unité de ce Psyker peut être la cible d'un stratagème pour 0 PC, même si vous l'avez déjà utilisé à cette phase. Il est intéressant de rappeler que les sergents d'unité sont des sorciers. Ça veut dire indirectement que, de façon complètement arbitraire, Game Workshop décide pour 6 points de cabale qu'on ne paye pas de donner l'équivalent d'un capitaine Space Marine dans chacune de ces unités. Bah écoute, tu viens de résumer, c'est excessivement fort. On va le voir, il y a des stratagèmes TS qui sont vraiment très forts, donc pouvoir les spammer entre guillemets 2 fois, une fois qu'un point de commandement, une autre fois avec des points de cabale, bon bah c'est super fort. Celui-là, très clairement, il ouvre des possibilités de jeu quasiment infinies. On vient de dire, par exemple, on n'a pas envie de faire une reroll, parce qu'on se dit que la reroll aujourd'hui d'un jet de dés, c'est quand même, ça coûte cher. Ce qui est vrai. Potentiellement, j'ai une unité qui arrive de faible comme des Terminators. J'ai une charge à 9 que j'ai envie de reroll malgré tout. À la fin de ma phase de TP, début de ma phase de charge, je peux dire, je claque mes 6 points de cabale et cette unité de Terminator pourra faire un stratagème gratuitement et ça pourrait être ma reroll si j'ai envie. Donc, alors je dis pas que c'est pareil, ultra optimisé, mais il faut se rendre compte du champ des possibles que ça ouvre d'avoir une règle comme ça sur toute quasiment son armée, parce que on va quand même aller chercher très rapidement des unités avec des Psykers pour pouvoir bénéficier de ça. Mais c'est pareil en termes de rejouabilité, de prise de tête, de se dire tiens ce tour-ci, qu'est-ce que je vais faire en double stratagème si j'ai besoin, si j'ai envie. Je vais faire un petit spoiler, il y a quand même un stratagème en Thousand Sun qui pour un PC, une fois qu'on a manqué sa save, on dit les dommages sont passés à 0. Donc imaginons quand c'est la phase de tir adverse que je vais garder ne serait-ce que 8 points de cabale avec Magnus, que je dis à ta phase de tir déjà j'aurai une reroll gratuite pour 2 points de cabale, et qu'en plus de ça je vais spammer 2 fois mon stratagème sur Magnus de 0 dommage quand j'ai manqué ma save, déjà l'adversaire il va commencer à dire ok, le tomber. C'est pas le genre de cible on n'y va pas avec la saturation, on y va avec du gros tir. En général, les gros tirs, il y en a de 2 à 3 par unité avec la fiabilisation, blablabla. Tu sais qu'il prendra pas un PV à ce tour, quoi. En tout cas, l'adversaire, c'est-à-dire que là, sur ce mécanisme-là, ça veut dire que déjà, vous l'avez compris, on a envie de jouer Magnus et qu'il y a beaucoup de moyens de le laisser en vie. Et ça veut dire qu'on a aussi beaucoup de moyens de le jouer agressif. C'est-à-dire qu'on peut dire à ton adversaire, je double move Magnus, j'ai bougé de 28, il est là. Il a fait ses psys à mon tour, très bien. Ok, il est chez toi, tu peux le gérer techniquement, tu peux le tirer, tu peux faire plein de choses. Maintenant, dis-toi que pour le gérer, j'ai gardé mes 8 points de cabale et on va voir qu'on peut en plus encore rajouter des strats de défensifs sur Magnus et dire à votre adversaire, maintenant tu veux me le gérer, tu vas certainement devoir mettre tes 2000 points d'armée pour me le tomber et c'est pas sûr que tu le tombes, et à côté de ça, j'ai mon armée peut-être qui a pris la table, qui a fait d'autres choses et sur lesquelles tu vas pas faire grand chose. Donc l'adversaire doit faire un choix. Est-ce que j'ai vraiment envie du coup de tomber Magnus maintenant? Est-ce que je dois gérer le reste de l'armée? Je sais que si je veux gérer Magnus, potentiellement il a quand même toutes ces rerolls, tous ces mécanismes qui vont faire que même avec mes 2000 points d'armée, est-ce que je vais vraiment le tomber? Il y a des chances que oui, mais il y a des chances que non. Je trouve ça très intéressant ce que tu dis, parce que tu as les débats d'un jeu sain. Sous-entendu, je vais claquer énormément de ressources pour rendre une pièce centrale de mon armée très tanky, et normalement, donc la personne décide soit de faire le pari de tanker, ou justement de l'ignorer. Exactement. Sauf que il existe les blessures dévastatrices dans le jeu, et donc ta gueule, je vais sortir un 6.
Voilà, donc c'est là où là il a entièrement raison. C'est qu'on va le voir, tous ces mécanismes sont très forts, sauf contre les blessures mortelles. Et c'est vrai que du coup, cette technique, on va dire d'avoir un Magnus très tanky et de le jouer de façon très agressive, ça va vraiment dépendre de votre adversaire et de l'armée qui est en face. Si vous êtes face à une armée très clairement qui a beaucoup de mortels, on le verra. Bon bah tous ces mécanismes-là finalement sautent parce que j'ai des rerolls, j'ai plein de choses, mais bon, l'adversaire s'en fiche un peu hein, parce qu'il va faire que des mortels. Si en revanche vous êtes face à un adversaire qui a pas forcément une grosse capacité à enchaîner beaucoup de mortels sur une seule figurine, déjà vous commencez à être vraiment tranquille et vous dire que vous avez une unité qui va être très forte. Continuons, ensuite on va avoir pour 7 points de cabale l'éclair de mort. On va utiliser ce rituel au début de la phase de tir, on va choisir une unité ennemie à 18 pouces ou moins du sorcier qui va le lancer, on va jeter un D6. Sur un 1, cette unité ennemie prendra D3 blessures mortelles. C'est-à-dire que pour l'instant, alors que toutes les occurrences dans le jeu, en général de dégâts sur un D6, sur du 1, c'est nous qui prenons les dégâts. Là, sur du 1, quoi qu'il arrive, c'est D3 dans la tronche de l'ennemi. De 2 à 5, c'est D3 plus 3. Sur du 6, c'est D3 plus 6. Alors, c'est à 18 pas, c'est quand même une range limitée. Maintenant, c'est excessivement fort. De toute façon, voilà, c'est une évidence qu'être capable de faire de la mortelle sur n'importe quelle unité du jeu à 18 pas. Ça casse, excusez-moi, le agent indépendant. Hein. Donc en fait, en gros, c'est pas un tir normal qui fait qu'on peut pas le cibler à plus de 12 pouces. En fait, ça casse tous les mécanismes qui font qu'on a quelque chose de défensif si c'est une attaque. Ce n'est pas une attaque, en fait. C'est pas une attaque. C'est je choisis une unité et cette unité-là va prendre ce nombre de mortels-là. Donc, c'est vraiment très fort. Ça vaut quand même 7 points de cabale, donc c'est pas non plus donné. Je te propose de pas queener maintenant. Je queen quand on passe aux optimisations. Très bien. Okay. Mais effectivement, celui-là, comme tu l'as dit, c'est vraiment, je pense qu'en Thousand Sun, on a la meilleure réponse aux adversaires qui vont vouloir jouer sur ce mot-clé-là que tu viens de dire, qui est le fait d'avoir une unité qui peut pas être tirée à plus de 12 pas, et donc qui la plupart du temps va tenir un objectif, va être un peu dans la pampa en disant c'est pas grave, tu peux pas me gérer. Le TS va dire ok, moi si je te vois un petit bout de ta figurine, en fait tu vas prendre un Doombolt, et pour un peu déjà que je fasse 2 ou plus, c'est quand même D3 plus 3, il y a quand même un univers, on va faire 5-6 mortels, ça sèche très souvent. En fait la moyenne c'est 5, mais aujourd'hui la plupart des persos ont entre 7 et 9 PEV. Les gros. Mais on va terminer les cabales avec le revers du destin. Il vaut 9 points de cabale celui-là. On va l'utiliser au début de n'importe quelle phase. On va choisir une unité ennemie à 18 pouces ou moins et visible du sorcier. Et jusqu'à la fin de la phase, on ne pourra pas faire de jet de sauvegarde d'armure pour les figurines de cette unité. Alors celui-là, il a fait beaucoup parler. Il continuera à faire beaucoup parler. Il est peut-être trop fort. Parce que aujourd'hui en fait ça va être simple, c'est même on va prendre une unité de Terminator, Space Marine, ultra buffée avec Armor of Content, dans une ruine, en gros pour dire je suis à 0 plus de save contre du tir, ainsi de suite, tu pourras pas m'impacter au tir, au corps à corps tu vas avoir du mal parce que pareil blabla, tout ça. Bah rien que ça déjà, de dire bah en fait toi ton unité elle a plus de save, t'as plus qu'une 4 plus invulnérable, vous êtes en train de sauter toutes les mécanismes défensifs de beaucoup d'unités qui misent là-dessus pour tanker. On l'a dit en fait aujourd'hui normalement ces unités là on va aller chercher avec de la blessure mortelle, parce que effectivement quand on a tous ces strats défensifs on a ça, mais le TS il a non seulement la capacité de dire je vais faire de la mortelle, mais si en plus il a juste envie de dire écoute cette unité là c'est 9 points de cabale, t'as plus de save et maintenant je vais te saturer avec toute mon armée et tu vas faire que de la 4 plus pour pouvoir tanker, ça va devenir très vite compliqué. Et ça c'est, on parle d'une unité de Terminator qui a une 4 plus invulnérable. Combien d'unités dans le jeu, prenons le Land Raider comme tout à l'heure, qui sont des unités qui sont censées être très tanky parce que 2 plus de save et donc dur à sortir. Il n'a pas d'invulnérable, on lui dit écoute, t'as 2 plus de save, tu la sautes, bah toute sa saturation PA-1, même sans PA, elle commence à faire du dommage et le Land Raider potentiellement peut tuer. Donc cette règle là en fait effectivement va changer tellement de statistiques sur beaucoup d'unités que même pour votre adversaire, savoir que potentiellement le TS peut dire bon bah cette unité là à 18 pas elle a plus de sauvegarde d'armure et maintenant tout ce qui est saturation PA-1 bah en fait c'est PA infini entre guillemets puisque tu ne jettes plus tes dés et si moi je te blesse bah c'est des PV cash, c'est vraiment très puissant. Là où vous allez voir et ça nous fait une très bonne transition, on va maintenant passer aux règles de détachement. Il n'y en a qu'un pour l'instant, ça va être le cœur du sorcier. À votre phase de commandement, vous allez pouvoir choisir une des aptitudes listées ci-dessous jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement. Ça concerne toutes les figurines Thousand Sun à partir du moment où leurs armes ont le mot-clé psychique. Donc en général, c'est les armes de force et certains, on va dire, tirs qui sont les anciens sorts qui maintenant justement sont passés en attaque à distance. En tout cas, au début de la phase de commandement, vous allez pouvoir choisir potentiellement de décharge malveillante. Ça veut dire que ça va donner comme aptitude à toutes ces armes-là touche fatale, ou alors vous allez pouvoir choisir Maelstrom psychique, ça va leur donner touche soutenue, ou alors ça va leur donner blessure dévastatrice, qui est la meilleure règle du jeu pour l'instant. Donc là on se dit c'est pas grave au niveau de leur arsenal, les figurines n'ont pas beaucoup d'armes psychiques et ainsi de suite. Si tu le veux bien, je vais juste passer au stratagème qui nous permet vraiment de plus parler un petit peu justement de cette armée là, c'est le stratagème
Sève sorcière. Pour un PC, on va l'utiliser à votre phase de tir. On va choisir une unité Psyker Thousandson de son armée. Je rappelle que tout ce qui a un sergent et qui n'est pas en slip, qui n'a pas de plume, est un sorcier. Et encore. Là, c'est jusqu'à la fin de la phase. Tous les pistolets infernaux, bolters infernaux, combi-bolters infernaux, armes combinées infernaux dont sont équipées les figurines de votre armée ont l'aptitude psychique et une caractéristique de force de 5. On va donc un petit peu revenir sur déjà tout ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire qu'on rappelle qu'il y a une cabale qui dit toi, t'as pas de sauvegarde. Là, tu dis ok. Donc en fait, si j'ai pas de sauvegarde, ce qui va m'intéresser, c'est la saturation. Ou si jamais sur une autre cible, ça serait encore une fois les blessures dévastatrices. Et bah ça tombe bien, puisqu'à la phase de commandement, je vais dire bah tu sais quoi, ma stratégie c'est de te sortir ça, ce qui serait normalement intombable, parce que j'en sais rien, t'as une grosse protection contre les mortels. Alors je vais claquer les 9 points de cabale pour dire t'as pas de sauvegarde, et je vais aller chercher par exemple touche soutenue. Ou touche fatale d'ailleurs pour favoriser justement la saturation qui t'empêcheront d'avoir une sauvegarde. Ou alors au contraire, sur une autre unité, toi tu as une protection contre quelque chose. Ou alors, bah, typiquement, si j'ai plus 9 points de cabale, et ben je vais utiliser plutôt celui qui va faire des blessures dévastatrices, claquer le petit PC, et là je vais chercher les 6 à la blessure pour faire des mortels sur des choses que je ne pourrais pas tomber normalement avec une invulnérable. Déjà juste, excuse-moi, mais en 3 secondes, on vient de voir, hop, toutes les bonnes règles de cette V10. En fait, c'est vraiment ça, on a une réponse à tous les problèmes posés par votre adversaire. Alors, le bémol, c'est qu'au bout d'un moment, on n'a pas des points de cabale infinis, on n'a pas des CP infinis, on peut pas tout faire dans le même tour parce qu'au bout d'un moment, ça coûte quand même cher, mais globalement, là où tu as entièrement raison, c'est que si sur un tour, on dit ce tour-ci, cette unité, faut que je la sorte, et donc il faut que je focalise mes ressources pour la sortir, et donc est-ce que je vais mettre un Doombolt plus pas de save, et donc du coup déjà tu prends de la mortelle au Doombolt, puis derrière t'as pas de save, je te sature, et ça, et donc tu vas mourir, on peut. Et donc c'est vrai que c'est là où ça devient très fort. On vient de le voir effectivement, les mécanismes qui sont sur gagner des bonus sur les attaques psychiques. Et ben en fait, avec le stratagème que tu viens de dire, très vite ça va se mettre sur les bolters, combi-bolters. Alors attention, ça ne marche pas sur les lance-flammes, ça ne marche pas sur les Soul Reaper canons, c'est-à-dire sur vraiment les mitrailleuses de base, ça marche pas sur les lance-missiles des Terminators, ça marche pas sur toutes les armes. Il faudra faire attention quand même avec votre adversaire, parce que c'est pas toutes les armes, c'est bien spécifié, bolter, combi-bolter et ainsi de suite. Donc évidemment, il y a une petite limite. Mais il n'empêche que rien que ça, déjà de base, avoir des armes qui deviennent psychiques, force 5, c'est-à-dire qu'ils vont avoir soit effectivement des blessures dévastatrices, soit pourquoi pas, comme tu as dit, des touches soutenues, hein, quand on va faire des 6, c'est ultra fort. Et puis aussi, on peut le dire tout de suite, Magnus a une aura à 6 pas autour de lui, qui font que toutes les attaques psychiques qui sont faites à 6 pas autour de lui vont avoir plus 1 à la touche, plus 1 à la blesse. On va avoir donc des Terminators, si on veut, potentiellement, qui vont balancer rien qu'avec un strata à côté de Magnus. Hein. On va dire, allez, 36 touches, 36 tirs de force 5, PA-1, ok, plus 1 à la touche, donc sur du 2+, plus 1 à la blesse, force 5, plus 1 à la blesse. Donc on va commencer, si on veut, aussi saturer. Vous laissez toute l'infanterie du jeu sur du 2+, et on va dire le nouveau châssis endurance 5 type Terminator sur du 3+. Et même finalement, les grosses élites aujourd'hui qu'on voit, qui sont un petit peu similaires à de l'infanterie monstrueuse, qui sont endurance 7, on pense justement à toute la partie Wraith, à toute cette infanterie-là, ça sera sur du 4. On va le voir, en plus, il y a un moyen de rendre ça encore plus fort avec un deuxième stratagème. Mais déjà, rien que là, on se rend compte quand même de la létalité potentielle de l'armée, et surtout d'avoir ce côté, alors c'est pas comme le SM, c'est pas ce côté SM de dire c'est out of moment et donc full reroll pour toucher, full reroll pour blesser, et donc globalement on sait que ton unité je vais la sortir si j'ai vraiment envie de la sortir. C'est pas aussi basique que ça, mais globalement quand on a les bons points de cabale et les bons points de PC, c'est exactement pareil, voire pire, parce qu'on peut le faire sur 2 unités si on a encore full ressources, et donc on peut sortir facilement 2 unités. Yes, je m'excuse, je vais vraiment sortir un petit peu des stratagèmes à chaque fois pour aller vous montrer tout de suite les mécanismes qui nous permettent vraiment de voir comment tout ça va s'articuler. Je vais aussi vous parler de la première optimisation qui est le Seigneur du savoir interdit, figurine Psyker Thousandson seulement. Le porteur peut être éligible à un rituel même si un autre Psyker l'a déjà fait à cette phase. Donc les rituels qu'on a vus, on va être capable d'en faire 2 par phase. Et c'est assez facile à mettre en place, puisqu'en fait même si la source du rituel est un sorcier, vous avez vu, c'est du pouce d'un sorcier, donc c'est assez facile de savoir lequel va l'avoir, et ainsi de suite. Donc ça veut dire clairement qu'on va être capable, si on reprend un petit peu ces fameux rituels, on va avoir pour 4 points de cabale l'équivalent de 2 relances, on va avoir au pire, même si là c'est mettre vraiment tous ses œufs dans le même panier, pour 18 points de cabale, 2 unités sans aucune sauvegarde, c'est mieux qu'un serment de l'instant hein, pour le coup. Ou alors, et pour moi c'est le plus problématique, c'est le fameux éclair de mort, où pour le coup on vient de se dire, c'est pas grave, les gros persos du jeu, allez, on va dire, les plus gros persos du jeu, ils ont 9 points de vie, c'est le lion. Par exemple.
Bon, bah 14 points de cabale, puis de lion quoi. Effectivement, c'est. Non mais. D'accord. Non mais si on joue tous au même jeu, moi ça me fait plaisir Julien. On va prendre du kiff ensemble autour d'une table. Et on joue Non, pas au mais- même jeu, ils sont en V11 les mecs. En fait, On n'a même pas encore parlé des coups en points, Mm. mais on est en V11. En fait, ce qui m'embête, c'est clairement, j'ai déjà fait le disclaimer, c'est trop fort. Mais là, on joue pas au même jeu. alors, moi, il y a quand même, il y a plusieurs bémols que je mets là-dessus, sur ce que tu es en train de dire. C'est vrai que, comme tu viens de le dire, full puissance. Si l'adversaire vous met le lion en face de vous, pas planqué, et te dit, vas-y Coco, tue-moi, bah ok, je te tue. Bon, l'adversaire, au bout d'un moment, il a aussi le droit d'être intelligent. Et de savoir qu'il joue contre du Johnson, qui connaît les règles, parce que vous présentez vos règles d'armée, de lui dire voilà ce qui peut se passer. Donc s'il est pas non plus trop dégénéré, je pense qu'il va quand même planquer son lion. Ou il va essayer, au moins. Oui. Donc, Une figurine à 380 points qui est là pour buffer de 2 à 3 packs, tu le On est laisses chez d'accord. toi toute la game, c'est évident. Et en plus, tu peux gagner en jouant comme ça. on est d'accord, tu vas peut-être pas le faire, mais tu peux le faire aussi. Ça, c'est quand même une option de jeu. L'autre chose qu'il faut voir, c'est que, en fait, et je le dis tout de suite, le Thousand Sun, c'est une sorte de château de cartes. C'est-à-dire que Ça, t'as quand il est complètement raison. à full effectif, avec tous ses points de cabale, ses unités sont pas Il va mortes, ses très haut dans le personnages. ciel. Non mais voilà, il monte très haut. Par contre, vous commencez à enlever 2-3 cartes à droite à gauche, il a plus ses points de cabale, il a plus sa capacité à faire, comme tu viens de le dire, plusieurs rituels comme il faut, parce que même s'il peut le faire, bah il a pas les points de cabale pour le faire, il doit faire des choix, c'est plus aussi binaire. Mais Moi, mon plan pour ton château de cartes, c'est de te faire manger épicé. c'est vrai, ça peut marcher, ça peut marcher. Écoute, il y a des Il y a possibilités. encore quelques minutes, on en parlait. Non mais effectivement, là où tu as raison, c'est que c'est très fort, mais pour moi, c'est une armée qui s'effondre assez rapidement quand elle commence à perdre quelques pièces clés qui vont faire qu'elle aura moins de points de cabale, qu'elle aura plus ses points de commandement pour faire tout ce qu'elle a envie de faire. Et donc au bout d'un moment, je pense que c'est une armée qui full potentiel, comme tu viens de le dire, on vient de voir tout ce qu'on peut faire, est excessivement forte. Maintenant, elle a des contres, on va le voir, les tirs sans ligne de vue qui vont commencer à pouvoir lui tuer ses unités et on peut rien faire contre parce qu'en fait on n'a pas de mécanisme qui empêche ça. Donc déjà une armée qui peut vous spammer un peu là-dessus, bah, très vite va aller vous chercher vos unités, vous les tuer, faire perdre vos points de cabale, ça va être compliqué. Il y a des mécanismes aussi, par exemple, on vient de voir des stratagèmes ultra forts voire trop pétés. On joue contre une armée qui dit bah en fait ce stratagème maintenant c'est pas un PC, c'est 2 PC. Fini. Là le truc est cassé. Non, j'entends, mais je pourrais en fait, en gros, ce qui est aussi appréciable, c'est que c'est une armée à skill cap assez haute aussi, parce que tu vas aussi pouvoir t'en prémunir en cachant les choses. Et Bien ainsi de sûr. suite. Donc c'est aussi pour ça que si tu veux, je trouve que à skill équivalent, c'est quand même très fort. Je suis d'accord, c'est très fort et c'est vrai que le Doombolt, enfin l'ancien Doombolt qui est celui-là, paraît en fait un peu no-brain parce que c'est la première chose qu'on voit, on dit tiens je peux spam deux fois, si 2 fois j'ai fait 2 plus, bah ça va faire 6 mortels plus 2d3, donc en moyenne je vais faire 10 mortels pour 14 points de cabale. Alors oui c'est un peu no-brain parce que derrière je perds le fait d'avoir double strata, je perds plein d'autres choses, mais bon, quand on commence à mettre tous les tours à son adversaire 10 mortels, déjà rien qu'avec ça, plus les mortels qu'on va mettre à côté, ça détend bien l'armée en face, donc c'est vrai que celui-là est peut-être. Tu as vu que je t'ai pas chauffé sur ouais, c'est les GK les maîtres du psy. On a baissé les Non. yeux, on a dit pendant 3 On a ans dit- c'est eux, on revient pour le prochain mandat. On reviendra plus tard. Après, effectivement, maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est que on va de toute façon, on pourra en parler très longtemps, mais il y a des armées comme le lion. Tu parlais du lion, il a comme une aura qui prémunit contre les mortels. On sait que le GK, il a aussi un personnage qui prémunit contre les mortels. On sait que le Blue Angel a des Dreadnought, par exemple, qui prémunissent contre les mortels. Bien sûr. Donc il y a aussi aujourd'hui, comme malgré tout, des armées qui ont des mécanismes. Alors, je te rejoins, pas toutes les armées. Il peut y avoir de la frustration parce que quand on n'a pas de mécanisme contre ça, ou qu'on n'a pas d'invulnérable et qu'on a votre pote qui vous dit bah en fait là t'as plus de save et t'as pas d'invulnérable, donc de toute façon je vais te saturer, tu vas mourir. À côté de ça je vais mettre de la mortelle, donc tu risques de mourir aussi. Ça peut être un peu frustrant, c'est clair. Et c'est pour ça qu'on a dit que l'armée était très forte. Mais au bout d'un moment, je pense que quand on va jouer sur, comme tu l'as dit, des joueurs qui ont des niveaux de jeu équivalents et des armées qui ont des outils pour répondre à l'un et à l'autre, l'armée En fait- sera pas aussi simple. Et puis juste pour compléter juste ce que je viens de dire, c'est que là on parlait de Doombolt, maintenant on peut aussi faire 2 double moves avec cette amélioration. 2 double moves, ça veut dire pareil, 2 rhinos qui prennent la table, on dit ouais ça sert à rien, mais en fait on est comme dans un jeu où d'un moment il faut faire des actions, il y a des actions spécifiques, aller derrière, par exemple on peut aller derrière les lignes ennemies parce qu'on a tiré la carte, déployer un objectif à un endroit, bouger un objectif de son adversaire avec les primaires. Bon bref, aujourd'hui il y a quand même, le jeu nous incite à être mobile et à pouvoir faire des Voler actions. des primaires avec les OC. En fait, Exactement. Et donc c'est vrai que ne serait-ce qu'avoir 2 unités qui peuvent faire un double move pendant sa phase de tir, au début de sa phase de tir, ça aussi c'est moins shiny que je peux faire de la mortelle ainsi de suite, mais
c'est quand même super intéressant d'un point de vue stratégique. On va reprendre le cours normal de cette vidéo avec les stratagèmes. Le premier, ça va être la domination psychique qui vaut 1 PC. On va pouvoir utiliser ce stratagème à n'importe quelle phase à partir du moment où unité Thousand Sun a été pris la cible, pour cible d'une attaque. Jusqu'à la fin de la phase, toutes les attaques faites contre votre unité avec des armes psychiques ont l'aptitude à risque. On rappelle, une fois que les attaques auront été résolues, le tireur ou tapeur jettera un dé sur un 1. Il sera soit retiré, soit si c'est un personnage ou un véhicule, il prendra 3 blessures mortelles. Ici, en l'occurrence, ça va donner à risque à l'ennemi et surtout un insensible à la douleur à 4+, contre les attaques psychiques. Alors celui-là... C'était pour finir le GK. Exactement, c'est ce que j'allais dire en fait. À part contre un GK ou un match-up miroir, aussi, TS contre TS, où là, bon, bah, ce sera tellement risque de le spammer, quoi. Je vois pas dans quel autre cas potentiellement on va avoir envie de claquer un PC pour ça. Si ce n'est pour dire, effectivement, que les TS, ce sont les maîtres suprêmes de la magie. Et que si tu veux faire de la magie contre eux, déjà tu prendras des perles du WAP, et en plus moi je prendrai pas de dommages. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être ce côté, mais c'est tout. Sinon, Ensuite on va avoir assujetti aux descentes, on a parlé tout à l'heure, il vaut 1 PC, on va l'utiliser à n'importe quelle phase quand un jet de sauvegarde est raté pour un Psyker Thousand Sun, remplacer les caractéristiques de dégâts de 0. Donc c'est ce qu'on a dit, c'est un des stratagèmes qui est ultra fort, surtout que c'est après avoir manqué son jet, hein, c'est pas avant. Parce que il existe des stratagèmes, ou avant il existait des stratagèmes, on devait réfléchir à dire est-ce que je fais mon jet de dés ? Si je le manque, c'est dommage, donc je prends pas le risque, je claque mon PC. Là, vous prenez même pas la tête. Vous faites votre save, et évidemment, si c'est un multifuseur, un canon laser ou quelque chose, bon, écoute, c'est pas grave, j'ai manqué mon 4+. Si c'est sur Magnus ou un Terminator, et ben tac, un PC, ce sera 0 dommage, jette pas les dés, coco, on continue. Donc c'est très fort. Yes, ensuite on va avoir sorcellerie dévastatrice pour 1 PC à votre phase de tir. On va choisir une unité psychique qui n'a pas encore été activée. Et jusqu'à la fin de la phase, à chaque attaque psychique de votre unité, vous pouvez relancer les jets de touche et le jet de blessure. Encore une fois, celui-là je le trouve bien écrit parce qu'en fait en gros, si tu le prends comme ça, tu dis il n'y a pas énormément, à part finalement, tu sais, les châtiments qui maintenant sont des attaques de tir et ainsi de suite, c'est bien. Sauf qu'en fait, c'est un trou dans la raquette énorme, puisque on rappelle, je l'ai lu tout à l'heure, on va avoir Sève Sorcière, qui fait que pour 1 PC, on transforme tous ces bolters en armes psychiques. Donc pour 2 PC, tous tes bolters passent force 5, et tu rerolles les touches et tu rerolles les blés. En fait, ça a été écrit par un fanboy TS qui voulait juste écraser le monde. Après, le Out of Moment fait à peu près la même chose chez les Space Marine. Et c'est sur toute l'armée. Là, c'est sur 2 PC, sur une unité. Après, là où tu as entièrement raison, c'est que quand tu le combines avec le fait que quand tu fais des 6 à la touche, tu commences à faire des mortels, parce qu'on a choisi ça en début de phase de commandement, bah, on prend un pack de Terminator. On va le voir dedans, il y aura un personnage qui sera forcément mis dedans, affilié, qui est un sorcier. Du coup, on va avoir ces 8 Terminators avec les combi-bolters plus le sorcier. Donc on va avoir au total 9 Terminators qui, à 12 pas, balance 4 tirs. Donc ça va faire des 36 tirs. Full reroll pour toucher. Et en plus de ça, full reroll pour blesser. Donc on va dire que sur vos 36 tirs, vous allez faire 30 touches. Premier jet de dés, vous allez faire 5 mortels. Vous rejetez tout pour si vous voulez chercher de la mortelle. Il vous reste encore 24 dés, vous allez faire pareil 4 mortels. Donc en gros, vous allez faire 10 mortels de base plus les saves avec ces 2 CP là. 10 mortels rien qu'avec son pack de Terminator full buffé, et là on n'a pas pris en compte qu'il peut y avoir Magnus pour plus 1 à la touche, plus 1 à la blesse, plein d'autres choses, hein. C'est juste mon pack de Terminator dans la pampa avec 2 PC. À côté de ça, on a mis 10 mortels aussi avec 2 Doombolt. Sur le tour, 2 PC, 14 points de cabale, j'ai mis 20 mortels. Ça détend pas mal de monde, et ça c'est sans les autres saves. Donc c'est vrai que le stratagème, de toute façon, aujourd'hui, quand il y a des blessures dévastatrices et à côté la capacité de pouvoir reroll les blessures, on rentre sur un delta de dommages qui commence à être vraiment très élevé par rapport au coup en points, et qui fait que bah oui, ça devient fort, voire trop fort. Maintenant, je suis joueur TS, je vais pas me plaindre de ça. Je vais même pas m'excuser, j'ai quelque chose de pété. On va ensuite avoir la puissance mystique pour 1 PC, on va lisser à la phase de tir, et tout simplement ça va nous permettre d'améliorer de 9 pouces la portée des armes psychiques dont votre unité est équipée. Donc ça se combine très bien avec en plus tout ce qu'on va se voir même en natif. Alors par exemple, ça peut être pour un 3ème PC, on vient de le voir, nos Terminators qui ont le tir rapide, donc 2 quand ils sont à moitié de portée, bah mine de rien, c'est-à-dire que les bolters, bah ils passent plus à portée 24 mais à portée 33, c'est-à-dire que le tir rapide on l'a à 16 ou 17 pas. Donc c'est pareil, techniquement si vous voulez prendre moins de risques, mais bon, c'est encore un PC en plus. C'est aussi très sympa finalement, on le verra sur un Magnus qui a beaucoup de tirs psychiques. Si on a besoin de pas vouloir trop s'exposer,
et pas aller trop chez l'adversaire, mais quand même gagner du pas pour pouvoir faire ses mortels, on peut aussi. Voilà, c'est pas, enfin, quand on voit la violence de je reroll pour tuer, reroll pour blesser, ou je transforme mes armes en psy pour un PC, on ira peut-être pas toujours chercher celui-là, mais c'est un stratagème qu'on aime avoir dans l'escarcelle pour pareil potentiellement s'ouvrir des options de jeu. Yes, le dernier est dans la même lignée, mais il vaut quand même 2 PC. Celui-là, c'est Vision Warp, tout simplement. On va choisir une unité psycheur de son armée et une unité ennemie visible de cette unité. Jusqu'à la fin de la phase, à chaque attaque d'une figurine psycheur Thousand amie avec une arme psychique qui cible cette unité, alors elle va pouvoir avoir tir indirect et ignore cover. En le lisant, c'est pas très clair. Globalement, il suffit tout simplement qu'un psycheur de votre armée puisse voir l'unité ennemie et toute votre armée va passer en tir indirect sur cette cible-là et ignore cover. C'est bien meilleur que si c'était une unité qui avait la règle. Hein. C'est très fort. Maintenant, encore une fois, on pourra pas tout faire. Et 2 PC pour ça, plus un PC pour passer en arme psy sur une seule unité, c'est très cher. Et ça veut dire littéralement que tu n'as pas utilisé de point de commandement pendant un round d'ennemi. Effectivement, 3 PC, tu viens de le dire, c'est très cher. Maintenant, on se rappelle, quand même, qu'on a un rituel cabalistique qui, pour 6 points de cabale, un PC, ça coûte 0 CP. Donc on peut très bien dire aussi, si ce tour-ci j'ai envie de sortir une unité qui est derrière un mur parce que je la vois pas, c'est pas grave, je vais claquer pour 6 points de cabale, bah en fait ça va être gratuit pour mon unité, donc du coup gratuitement, enfin les 2 CP je les paye pas, et là je vais pouvoir tirer en indirect là-dessus. Yes, donc il faut maintenant un petit peu dessiner le fameux combo dont on vous parlez. Il faut imaginer que tu as Magnus qui peut bouger une fois ou 2 fois. Donc il peut bouger de 28, ça tombe bien, c'est un sorcier qui verra tout. Hormis sa létalité à lui, ça veut dire que la combo dont il vous a parlé tout à l'heure avec les Terminators fonctionne même s'ils ne voient pas leur cible. Bah effectivement, c'est hyper fort. Ce stratagème-là, en fait, c'est ce que je disais en introduction, c'est qu'en fait, quand on prend l'index TS, on se rend compte que on a une solution pour tout. T'as une unité qui est non opérative, pas de problème, j'ai de mon côté un Doombolt. T'as une unité qui a besoin de garder le fond de table pour faire tes primaires et donc être invisible derrière un mur, pas de problème, je vais faire un rituel cabalistique, ce sera gratuit pour mes Terminators, je vais te sortir. J'ai besoin d'aller dans ta zone de déploiement parce que j'ai une carte qui va tirer, pas de problème, je vais faire un double move, je vais aller là. J'ai besoin de te faire plein de mortels, pas de problème, j'ai double Doombolt. Donc en fait, c'est là où on se rend compte que le codex répond à tout. Enfin, l'index répond à tout, que l'index est très fort. Maintenant, effectivement, comme tu viens de le dire, on peut pas tout faire. Il y aura un moment où, quand on lit ça, on se dit ah ouais, en fait, c'est complètement pété. Oui, c'est très fort, mais on peut pas tout faire. Il y a quand même des choix au bout d'un moment à réaliser. Et puis les combos, faut les faire dans le bon ordre aussi. C'est-à-dire qu'il faut se dire que si j'ai besoin de prendre ma ligne de vue, je vais faire un double move potentiellement de Magnus. C'est pas forcément évident. On est dans un jeu de géométrie et c'est là où je trouve que le skill cap est intéressant. C'est qu'aujourd'hui, tu vas avoir la notion justement de géométrie sur la carte, la vraie macro. Tu vas aussi avoir l'ordre de lancement dans lequel tu vas faire tout ça. C'est très intéressant. Et puis après, le dernier quand même gros bémol que je vais mettre, c'est que on l'a compris, les points de cabale, on les a à sa fin de phase de commandement. Ce qui signifie que quand on est joueur 2, votre adversaire joue, vous avez 0 points de cabale. Ce qui veut dire que tout ce qu'on a vu en mécanisme défensif potentiel, vous les avez plus. Donc vous êtes quand même très sensible à l'Alpha Strike. Si on a un adversaire qui a une capacité à vous rentrer dedans au tir ou alors au corps à corps, aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, mais au moins de prendre des lignes de vue et de venir vous impacter, bah techniquement vous avez rien pour vous défendre non plus. Donc il y a aussi ce fait-là de dire attention au déploiement. Parce que oui, je suis T1, j'ai le joueur 1, j'ai mes points de cabale, ok c'est la fête, je fais ce que je veux. Par contre je suis joueur 2, l'adversaire il a quand même un tour sur lequel je peux pas faire grand chose. Donc ça aussi il faut le prendre en compte. Yes, on va maintenant passer du côté des optimisations. On a le Seigneur du Savoir Interdit dont on vous a déjà parlé tout à l'heure, mais c'est 25 points. Ensuite on va avoir le Parchemin Athénéen qui lui vaut 20 points. C'est pour figurine psycheur bien évidemment. À votre phase de commandement, si le porteur est sur le champ de bataille et n'est pas ébranlé, il génère 1 point de cabale supplémentaire à cette phase. Trop cher pour un point de cabale, on le verra, on en a d'autres. En tout cas, le premier est auto include, parce que pour faire 2 fois, on l'a bien compris, des rituels cabalistiques, on va pas réfléchir, on va le prendre tout le temps. Donc ça veut aussi dire qu'on est obligé de prendre des personnages non épiques pour pouvoir mettre ces enhancements. Celui-là, clairement, on s'en passera. Ensuite, on va avoir le cristal d'Ombrella les Fils qui vaut 20 points. Une fois par bataille, à votre phase de commandement, vous pouvez retirer l'unité du porteur sur le champ de bataille. En ce cas, à l'étape des renforts, elle pourra être placée à 9 pouces de toute figurine ennemie. C'est le cristal de Maltaire Noir qu'on a connaissé historiquement. Bon, celui-là auto-include aussi. Vous avez bien compris que quand vous avez un pack de 10 Terminator qui, une fois par game, peut être redéployé où vous voulez sur le champ de bataille, et on a vu la létalité des Terminators avec tous les combos.
on va pas trop réfléchir parce que c'est-à-dire que votre adversaire pendant toute la game il se dit ok, son pack de Terminator qui est là, bah en fait il peut le TP où il veut à un moment donné, il peut faire des tirs sans ligne de vue s'il a besoin, mais bon c'est quand même cher, ou sinon bah il va prendre la ligne de vue en STP et puis il va mettre la sauce. Donc celui-là c'est pareil, on le prend systématiquement. Vortex Occult pour 15 points, ajoutez un au jet de caractéristiques de force et de dégâts des armes psychiques dont le porteur est équipé, donc pour un bonhomme. Alors comme tu dis, c'est pas fou. Maintenant, on va le voir. Il y a deux personnages dans le codex où vraiment cette amélioration est très très forte. C'est le maître infernal. Parce que lui, en fait, son attaque psychique, c'est torrent. Donc, c'est-à-dire touche automatiquement. C'est 2d6. Donc, ça fait quand même un certain volume. Et derrière, il est de base force 6, PA-1, dégâts 1. Donc, de base, c'est bien sans être fou. Maintenant, avec cette optimisation, on commence à avoir une arme torrent psychique qui va faire 2d6 touches auto de force 16 PA-1 dégâts 2. Le dégât 2, quand on commence à se dire qu'on va faire 2d6 tirs, enfin 2d6 touches, et que chaque 6 qu'on fait c'est de la mortelle, ça commence à être pas mal. C'est-à-dire qu'on en fait 2 chaque fois qu'on fait des 6. Donc celle-là c'est pareil. Ok, elle est pas folle. Maintenant, ça donne aussi une capacité à avoir un autre personnage dans son armée qui potentiellement, de façon, on va dire, solo pipo sans trop claquer de ressources lui, peut faire quand même très rapidement 4 mortels, 6 mortels avec un peu de chance. Ça vaut le coup. Surtout que son arme, que je viens de dire, qui est son arme Torrent, elle est portée de 18. Donc quand même, un tir à 18 pas qui touche auto, enfin 2d6 tirs auto à 18 pas qui sont force 7, PA-1, dégâts 2. Déjà de base, c'est quand même bien, c'est quand même un sacré lance-flamme. On se rappelle qu'on peut faire de l'Overwatch, on sait qu'il y a tout ça, hein, donc on se rappelle que quand même, ça rigole pas déjà de base. Et en plus, quand on le combine avec le fait que sur des 6 on fait de la mortelle, quand même, on a envie de le chercher pour ce perso. On va maintenant rentrer dans le dur, enfin je crois qu'on y était déjà, de cette armée-là. On va commencer par les datasheets avec Magnus le Rouge, bien évidemment, Primarque des Thousand Suns, figurine iconique. Beaucoup de personnes se sont lancées dans Warhammer 40 000 et avec cette armée-là, grâce à ce petit mec tout rouge. Il vaut ce petit mec. 410 points. Regardez déjà ce châssis, on est proche de la ça me fait mal de le dire, hein, mais on est proche de la perfection. Ça bouge de 14, ça a une endurance de 11, c'est une sauvegarde à 2, ça a une invulnérable à 4, ça a 16 points de vie, un commandement à 5, c'est le meilleur, et ça a OC 6. Ce qui est un palier très intéressant parce que t'es meilleur que OC5. Ça peut paraître merci Captain Obvious, mais en fait dans le jeu les gars, faut comprendre que soit vous êtes des packs d'infanterie avec OC1, auquel cas, ben là, vous mettez un doigt de pied dans l'objectif et vous le prenez. Pourquoi ? Parce que par exemple, après un double move, vous ne pouvez pas charger. Donc en tout cas, là, vous quand même pourrez voler l'objectif dans la base adverse. C'est vraiment chouette. Hein. Et aujourd'hui, quand on recommence à faire des listes, comme on est tous des teuteux et qu'on va chercher soit l'attrition, soit quoi, en gros, on va pas chercher des lignes. Or, aujourd'hui, quand vous regardez la manière dont c'est écrit un datasheet, quand c'est ligne, vous êtes OC2. Voilà. Et donc, pas beaucoup de personnes jouent des lignes, sauf pour ceux qui peuvent prendre des objectifs et s'en barrer. Et donc en fait un Magnus, il est juste magique pour ça. Ensuite, si on regarde aussi ses aptitudes, il va avoir 4 points de cabale. Donc pour 410 points, c'est comme correct de donner 4 points de cabale. Ensuite, puissance surnatale, au début du round de bataille, choisissez une des aptitudes de la sélection du roi pourpre ci-dessous. C'est un petit peu comme tous les primarques. Le premier, ça va être la forme impossible qui fait que, en gros, il va pouvoir soustraire un damage à toutes les attaques qu'il subit. Sinon, il va avoir la trahison de Zinj qui fait qu'au début de la phase de tir adverse, on va pouvoir choisir une unité à 24 pouces et visible de lui. Et toutes ces armes seront considérées comme étant un risque. Celui-là, je le trouve assez rigolo. Ou la fluctuation temporelle qui est que tant qu'une unité Thousand Sun est à 6 pouces ou moins de lui, alors on va ajouter 2 pouces à la caractéristique de mouvement des figurines de l'unité choisie. Ensuite, il va avoir Seigneur de la planète des sorciers, puisque c'est la fameuse aura dont tu parlais tout à l'heure. En gros, tous les sorciers à 6 pouces ou moins de lui, à chaque fois qu'ils vont faire des attaques psychiques, auront plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser. Et derrière, on se rappelle que Magnus, en tout cas en termes de sorcier, était le seul à pouvoir faire des châtiments critiques tout le temps. Ça se réplique aussi maintenant avec ses 2 aptitudes de tir. Le premier, c'est le regard de Magnus. Puisqu'il va avoir blessure dévastatrice à 24 pouces, il va faire 3 D3 tirs qui vont toucher sur du 2 de force 9, PA-2, dégâts 3, blessure dévastatrice bien évidemment. Il va aussi avoir la tempête du feu de Zinj qui était son ancien sort, où il va faire D6 plus 3 tirs qui vont toucher à 2 de force 5, PA-1, dégâts 2, avec déflagration et psychique. Et au corps à corps, comme en fait le mec fait tout, il va faire quand même soit 7 attaques de force 16, PA-3, dégâts flat 3, avec blessure dévastatrice, ou alors 14 attaques de force 8, PA-1, dégâts 1. Mangez-en, je sais pas quoi dire, franchement il est très 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 fort. Seul petit défaut à la limite on pourrait dire c'est son invulnérable à 4, mais on vient de voir que il avait 3 occurrences pour pouvoir transformer les dégâts à 0. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Bon déjà, vous jouez Tess, vous allez jouer Magnus. Ça, rien que pour ça, c'est quand même
super cool de se dire que on joue TS et Magnus c'est le personnage central de l'armée. C'est aussi cool de se dire que Abaddon c'est le personnage central des SMC, que Reboot c'est le personnage central. Ça, pour ça franchement c'est cool. Après comme tu le dis en fait il fait énormément de choses. Il faut bien comprendre que son aura de plus 1 pour tuer, plus 1 pour blesser, ça l'affecte également. Qu'est-ce que ça signifie? D'ailleurs comme ça on le regarde ça on dit ouais c'est rigolo. En fait ça veut dire que ce petit personnage ou ce gros personnage, tant qu'il lui reste un PV, il est full effectif. Parce que effectivement quand il est braquetté, il a moins 1 pour toucher, mais vu que son aura rajoute plus 1, en fait il touchera toujours à 2 en fait, et il blessera toujours à plus 1. Quand on est plus 1 pour blesser et que ses grosses attaques de force 16, on blesse tout à 2+. De base. Donc en gros quand on est au corps à corps, si on veut sortir quelque chose de gros, ça fait 7 attaques à 2+, qui blesse derrière aussi à 2+, donc on commence à être assez stable. On se rappelle qu'on peut aussi claquer sur le stratagème full reroll pour toucher, full reroll pour blesser. Si on a envie qu'au corps à corps, on mette plein de mortels, parce que mine de rien au bout d'un moment on va arriver à faire plein de mortels. On se rappelle également qu'en début de phase de commandement, on va pouvoir choisir, est-ce que je fais tous mes psychers font de la mortelle sur D6, ou est-ce que je fais d'autres choses. On peut très bien dire tiens sourcil, Magnus il a besoin d'aller vraiment tartiner au corps à corps et de faire très mal. Sur cette phase de commandement je vais prendre les 6 à la touche, font des touches explosives. Je vais claquer mon PC full reroll pour toucher avec mes 7 attaques full reroll, donc potentiellement je vais faire 9 touches potentiellement, qui derrière full reroll pour blesser, donc je vais aller chercher des 6 pareil, et donc je vais commencer à faire beaucoup de mortels si je vais au corps à corps. Je dis pas que c'est le plus opti, je dis qu'on peut le faire si on a envie. Et à côté de ça, ses attaques psychiques sont surviolentes, donc il est vraiment très fort. Enfin, ses auras, il faut bien le noter, c'est au début du round de bataille. C'est-à-dire avant, c'est pas quand je joue, c'est début du round de bataille, je choisis l'aura que j'ai. La plupart du temps, si vous êtes joueur 2, vous allez choisir effectivement l'aura moins un dommage, ou si vous savez que votre adversaire a une capacité à venir vous impacter, vous choisirez de bas cette aura là. Mais si vous jouez contre des armées qui n'ont pas beaucoup de tirs, ou qui n'ont pas cette capacité de vous fast striker ou de faire très mal entre guillemets T1, vous pouvez très bien dire je prends l'aura plus de move, parce que quand même avoir un personnage qui donne plus de mouvement à toute son armée potentiellement au T1, c'est vraiment très fort, surtout quand on bouge 2 fois. C'est-à-dire que c'est pas plus 2 qu'il a donné, techniquement c'est plus 4 qu'il va donner à certaines unités. Donc vraiment il est excessivement fort, il donne 4 points de cabale, c'est la pierre angulaire de votre armée. Il faudra bien le jouer dans le sens où il faudra savoir quand il faut être agressif avec lui pour aller chez votre adversaire et lui mettre une grosse pression, et à quel moment il faut plutôt le jouer défensif aussi potentiellement pour pas mourir. On l'a dit tout à l'heure, il est très sensible aux blessures mortelles. Donc là aussi, en fonction de l'armée qui est en face, il faudra pas faire n'importe quoi, parce qu'il y aura des armées qui, dès qu'ils verront un petit bout d'aile, viendront l'expliquer, qui vont leur mettre plein de blessures mortelles et que il peut avoir tous les mécanismes défensifs, il va mourir. Donc il faut quand même aussi faire attention à la façon dont on le joue, mais il est exceptionnel, il vaut pas trop cher, on le jouera forcément dans ses listes et franchement il est trop cool. On va ensuite passer à son petit frère, c'est-à-dire celui qui l'a suivi depuis le tout début, c'est Ahriman. Un peu comme toi, c'est Ahriman, soit sur disque à 115 points, soit à pied à 110 points. Pour le coup, il y a uniquement sa valeur de mouvement qui va changer. Il va pouvoir être meneur exactement des mêmes unités, puisque que celui-ci soit à pied ou sur disque, il va pouvoir rejoindre une escouade de rubriques marines. Derrière, il est quand même super intéressant, puisqu'il va avoir 2 règles. Seigneur des rubriques qui fait que tant qu'il est dans une unité, il va avoir plus 1 pour blesser. Attaque, c'est-à-dire au corps à corps, au tir. Ok, et aussi archi-sorcier de Zinj, puisque tout à l'heure on vous présente des mécanismes débiles, mais il faut quand même savoir compter. Ici, pas besoin, parce qu'une fois par bataille, vous pouvez choisir cette figurine afin de réaliser un rituel de cabalistique, et celui-ci sera à 0. En plus de ça, il tape un peu au corps à corps. Bon, il est pas fifou au corps à corps, mais il attaque au corps à corps. À noter que le profil aussi sur disque a un PV en plus de la caractéristique de mouvement. En fait, alors Ahriman, comme tu le dis, au début, quand je l'ai vu sortir, est-ce qu'il auto-include? Je sais pas trop. Clairement, déjà 0, faire un rituel cabalistique pour 0, ça va nous débloquer certaines situations où justement on n'a pas assez de points de cabale, notamment quand dans la game on commence à avoir des personnages qui sont morts. Si vous faites un 1 contre 2 à Gare du Nord ou un 1 contre 10 à Gare du Nord, parce qu'en fait en 1 contre 1 vous jouez pas, vous n'avez pas besoin, à la limite ça peut être intéressant de le prendre parce qu'il peut potentiellement inverser la vapeur. Potentiellement, voilà. Donc vous faites un 1 versus 2, plus sérieusement 1000 contre 2000. C'est peut-être intéressant de le prendre pour pouvoir justement gérer les 2000 points. Non mais c'est vrai que ça, le fait de rituel cabalistique, par exemple de Doombolt en milieu de game, j'ai besoin de le faire, c'est plus que 7 points de cabale, parce que le deuxième il est gratuit, enfin celui-là est gratuit, puis le deuxième c'est 7 points de cabale. Je veux faire, on le disait, un combo, t'as 2 unités sans sauvegarde d'armure, en fait c'est que 9 points de cabale, bon bref, donc c'est très fort. La seule question qui se pose aujourd'hui sur Ahriman, c'est est-ce que je le prends sur disque dans un pack de rubriques marines? La plupart du temps on va les prendre full lance-flamme.
Tout simplement pourquoi? Parce que on va avoir des lance-flammes qui bénéficient pas des autres règles de Mortel Institute, mais qui sont force 4, PA-1 et +1 à la blesse. Donc qui vont commencer à blesser à tout de façon stable. Surtout le Rubric Marine. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il tire sur une unité, enfin de base, il reroll les 1 pour blesser. Donc c'est quand même, quand t'as +1 à la blesse, reroll les 1 pour blesser, on commence à être sympa. Mais ce qu'il fait, le Rubric Marine, c'est que s'il tire sur une unité qui contrôle un objectif que vous ne contrôlez pas, là c'est pas reroll les 1, c'est full reroll à la blesse. Donc là, vous commencez à avoir une unité de 10 rubriques marines qui, quand ils vont vouloir frouch les objectifs de votre adversaire, vont faire donc 10 décis touches automatiques, donc en moyenne 35 touches, qui blesse force 4, qui blesse à +1, donc sur de l'infanterie à 3+, ou 4+, full reroll pour blesser, et en plus de ça, les rubriques marines, quand vous faites des 6 à la blesse, c'est +1 à la PA. Donc, vu que vous êtes full reroll pour blesser, vous allez chercher tous les 6 pour faire de la PA -2. On revoit les mécaniques qu'on a vues jusqu'à présent, mais donc vous avez une unité qui a une fait très létale, qui va bénéficier totalement d'Harryman, et donc soit vous le jouez à pied pour le mettre dans un rhino, 10 rubriques marines avec Harryman dans un rhino, et donc c'est un peu le chausson qui va embêter en milieu de table et qui va sortir, qui va froucher. Surtout qu'on se rappelle qu'en V10 on a le droit de sortir et de tirer après un move, donc je peux très bien sortir de 15 et tirer de 12, donc avoir une portée effective de 27 et donc faire ce que je viens de vous dire, ou le jouer effectivement sur disque. À ce moment là vous le jouerez soit en attaque de flanc, certainement, soit en double move pour prendre la table, là où et pour terminer là-dessus on le verra, il y a d'autres unités qui peuvent bouger de plus que l'unité de base dans laquelle elle est attachée. Là où c'est intéressant, en fait, au début on se dit ça sert un peu à rien, je perds mon move, c'est surtout quand l'unité de bodyguard va mourir. Parce qu'il y aura un moment où votre adversaire, on va le voir, en fait, on est quand même très létal, mais on n'est pas très tanky. Votre adversaire, il va vous sortir assez vite vos rubriques marines comparé à avant. C'est vrai qu'au bout d'un moment, quand vous l'avez pris à pied, je bouge que de 6. Quand vous l'avez pris sur disque, vous bougerez de 10. Et surtout sur disque, il a gardé le mot-clé infanterie. Ce qui veut dire que Harryman sur disque, il bouge sur 10, mais il traverse les ruines, il n'a pas ces problèmes de vol qu'on connaît avant. Donc ça, franchement, c'est super fort. Donc c'est vrai que il y a le choix, c'est 5 points, c'est à vous de voir sur quelle version vous avez envie de le jouer. Yes, ensuite on va passer à la version du sorcier exalté. Pour le coup, vous serez obligé de prendre des personnages qui ne sont pas des héros épiques pour aller chercher de l'amélioration. Là, il existe sous 2 modes, à pied à 90 points et sur disque à 105 points. À pied, on le regarde tout de suite, il est cabale de sorcier niveau 2, donc il va apporter 2 points de cabale. Il va donner une sauvegarde invulnérable à 4+, à l'unité qu'il rejoint, or il ne rejoint aussi que des rubriques marines. Et il va aussi avoir le calfatage de rubrique AE, qui fait qu'à votre phase de commandement, si cette figurine mène une unité, vous allez pouvoir jeter un des 6 sur un 1, l'unité subira des 3 blessures mortelles. De 2 à 5, on pourra faire revenir une figurine à la vie, et sur un 6, on pourra faire revenir 2 figurines à la vie. Alors, c'est vrai que celui-là, il est quand même super sympa. Pareil, on peut se dire dans une brique de rubrique marine qui va avoir une 4+ invulnérable, et chaque fois qu'il y en a qui vont mourir, je vais les faire revenir. Il a un sort qui est bien aussi. Ce qu'on n'a pas dit jusqu'à présent, mais qu'on va voir là et qu'on va voir en fait sur toute la review. Et ça aussi, c'est entre guillemets hyper sympa dans la logique, mais peut-être un peu fort. C'est que les Thousand Sun n'ont pas double profil sur l'attaque de psy. En fait, la plupart du temps, les Psykers, ils en ont 2. Ils ont le mode psy normal et puis le mode où je prends un risque. Et si derrière je fais un 1, je prends de la mortelle et la nina. Dans les TS, c'est en fait, ils ont toujours de base un seul profil qui est le profil le plus pété certainement qu'ils auraient, parce qu'en fait, on considère qu'ils sont tellement bons en psy que eux, ils prendront pas de péril en fait. Donc, en gros, pour 90 points, c'est l'exemple typique. Lui, il va avoir la déflagration à stable qui fait à 18 pouces des 6 tirs sur du 2+, force 6, PA-2, dégâts des 3, déflagration, blessure dévastatrice. Exactement, donc qui va reroll pour blesser, ainsi de suite, on a vu. Donc vraiment, il est très très bien. Maintenant, à titre personnel, au bout d'un moment, on doit faire des choix. Moi, je préfère celui sur disque qu'on va voir tout de suite. Il fait à peu près la même chose, c'est-à-dire quoi. Alors, il bouge mieux, effectivement. Il garde son mot-clé infanterie, donc pareil, si jamais l'unité dans laquelle on l'a attaché, si on l'a attaché meurt, il bougera mieux. Surtout, il donne aussi une capuce invulnérable quand il est attaché à une unité, donc c'est quand même bien sympa. Surtout, le bonus que lui va donner, c'est que on va choisir une unité visible par ce petit monsieur là. Sur un 1, comme vous le voyez, c'est dommage pour moi, je me prends des mortels. Par contre, dès que je commence à faire 2+, l'unité que j'ai ciblée, que j'ai vue, elle va diviser par 2 son mouvement, diviser par 2 son jet d'advance, diviser par 2 son jet de charge. C'est quand même un moyen de contrôle qui est exceptionnel, qui va justement embêter. Je vous donne un exemple, vous jouez contre un World Eater qui est en grogne. Vous dites à Angrand à 18 pas, toi en fait Coco, déjà ton move il est divisé par 2, ok. Ton advance elle est divisée par 2, et si tu me charges tu divises par 2. C'est-à-dire que sa portée effective, qui était de 14 plus 1 d6 s'il a un advance, donc de 20 plus 12, donc techniquement de 32, va passer sur une portée effective de 7, avec une advance maximum de 6, donc à 3 ça fera 10, avec une charge maximum de 12 à 6, c'est-à-dire de 16. C'est-à-dire que tu pourras même pas venir le charger. Et c'est une unité qui est
une unité quand même qui va vite, qui vous impacte. Donc là, ça veut dire qu'en fait, avec ce personnage-là, n'importe quelle unité du jeu qui est censée être une unité de corps à corps rapide qui va venir vous impacter, vous pourrez dire, écoute Coco, de toute façon, ce tour-ci, celle-là, elle fera rien, parce que je sais qu'elle ferait rien, elle a pas de tir, elle a rien, et moi, je vais m'occuper du reste, ou celle-là, je vais t'enlever la vulnérable, et celle-là, je vais faire de la mortelle. Très très fort. Très très fort. Donc entre les deux, très clairement, entre un qui raise et un qui permet de dire je te mets une unité dans la pampa, en tout cas unité de corps à corps, entre guillemets, même une unité de tir dans l'absolu, on prend le Space Marine qui peut, on sait que la doctrine Devastator faire une advance et derrière tirer, dire en fait tu vois cette unité là elle va déjà diviser par deux son move et son advance aussi, donc ta portée de tir c'est plus la même et certainement tu vas pas venir m'impacter. Très très fort. Donc celui-là pour moi clairement on le prendra quasiment systématiquement. La seule question qu'on se posera c'est est-ce qu'on va le prendre en mode solo. Moi je l'aime bien, c'est un peu un risque, mais le prendre sans l'attacher, parce que finalement on se rappelle qu'il peut double move, donc c'est vrai que ça devient une unité qui est très mobile, qui peut double move, qui peut aller slower des unités, qui du coup peut aussi faire des actions dans son coin, peut faire plein d'autres choses. Donc celui-là je l'aime vraiment en mode électron libre, et pourquoi pas prendre l'upgrade aussi sur lui de double rituel, parce que ça veut dire qu'en gros si j'ai fait une unité qui a fait un double move, si lui j'ai besoin de double move, je pourrais quand même le double move sur lui-même de façon facile. Donc vraiment hyper fort, et celui-là je pense qu'on le prendra plutôt sous la forme disque. C'est intéressant parce que je t'ai laissé parler, non c'est cool, vous allez kiffer, vous les petits joueurs à Thousand Seed et tout. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de costing global à l'armée? C'est-à-dire que globalement quand tu fais une liste, il n'y a pas tant de choses que ça qui rentrent, mais ce qui est dingue c'est que lui il est à 105 points, tu le mets à 150 points, tu t'interroges encore si tu le prends ou pas. Et tu fais 50% d'augmentation. Bah oui, pour le bonus qu'il donne en fait, c'est vrai que la létalité de ouf, elle est ouf, la mobilité elle est très bonne, l'invulnérable à 4 de tout le monde, c'est ce que donnent tous les sorciers du jeu entre 80 et 120 points. Et par contre le mouvement là, voilà, il y en a c'est sur certaines phases, lui c'est sur le mouvement, l'advance et la charge. C'est le seul à faire les trois. Non mais c'est excessivement fort, et c'est clair que sur certains match-up, alors celui-là, autant je disais qu'il y a des choses qui sont plus ou moins frustrantes, celui-là il sera tout le temps frustrant quand vous allez jouer contre un pote qui joue du cac, parce qu'au bout d'un moment vous allez choisir, et en plus, pour terminer là-dessus, c'est que la V10 encourage entre guillemets les simili-Death-Star, puisque quand on veut optimiser son personnage, on va lui le mettre dans un gros pack qui a un vrai impact. Donc en fait, beaucoup de joueurs, au bout d'un moment, même quand ils jouent corps à corps, ils vont prendre leur gros personnage, le mettre dans un gros pack de 10 pour dire ok, quand je t'impacte, je te fais mal. Sauf que là, en fait, vous êtes en train de dire à votre pote, bah tu vois, ton unité de Death Star, prenons par exemple Abaddon et ses 10 Terminator, qui bougent que de 5 plus une advance potentielle, bah il bougera plus de 3 et son advance maximum sera 3, donc il va bouger que de 6 sa Death Star potentielle. Et donc en fait, bah vous dites, en fait, je vais pas te gérer, tu vois, ton truc qui bouge de 6 tous les tours, en fait je m'en fous et je vais gérer tout le reste de ton armée, puis quand il reste plus que ça je m'en occuperai. Donc vraiment excessivement fort, excessivement bien. Après effectivement là où je te rejoins, c'est encore une règle en plus qu'on retrouve dans le même codex, il y a déjà beaucoup de règles fortes et ça rajoute encore de la puissance. On continue dans les sorciers avec le sorcier des Thousand Sun en armure Terminator, il vaut 105 points, donc le même coup. Lui pour le coup, il est niveau de cabale 2, il a la règle guide ampéréen qui fait que l'unité qu'il rejoint, et vous l'aurez compris, ça sera obligatoirement des Terminators occultes, vont avoir la règle touche fatale, donc sur un jet de touche critique, ça sera une blessure automatique, et surtout, pareil, destin funeste, il va pouvoir à sa phase de tir prendre une unité ennemie à 18 pouces de lui et visible, et jusqu'à la fin du tour, à chaque attaque d'une figurine Thousand Sun amie ciblant l'unité ennemie choisie, alors elles relanceront les jets de touche de 1. C'est donc sur toute l'armée. Exactement, donc c'est pareil, encore très fort comme bonus. Auto-include, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il y avait le fameux cristal de matière noire qui s'appelle plus comme ça mais qui est ça, qui fait qu'on va pouvoir TP Terminator, donc déjà si on le veut rien que pour ça. En plus de ça, donc déjà je pense que rien qu'avec cette possibilité de re-TP ces Terminator, on se prendrait un personnage même s'il était entre guillemets nul. Il s'avère que celui-là il donne la reroll des 1, donc c'est-à-dire que nos Terminators, en plus quand ils vont tirer, ils vont avoir une reroll des 1 passive grâce à ça. Ils ont aussi les touches fatales. Les touches fatales quand même, mine de rien, ça veut dire que sur tout notre pack qui va tirer, quand on va tirer sur, reprenons l'exemple du Land Raider, qui n'a plus de sauvegarde d'armure, qui donc n'aura plus de save. Chaque fois que je vais faire des 6 en fait à la touche, bah c'est des PV direct. Sur un pack qui sature, bah forcément c'est très fort, et ça c'est juste gratuit, c'est là j'ai même pas claqué de PC, j'ai pas claqué, j'ai juste fait un rituel cabalistique en disant cette unité n'a plus d'armure, et derrière toutes mes 6 à la touche vont te faire des points de dommage direct. Donc voilà, donc celui-là aussi on le prendra systématiquement, il est très très bon. Et alors on va le voir, et là je le dis tout de suite, c'est le problème entre guillemets, il faut bien qu'on ait un chez le Thousand Sun, c'est que tous les personnages sont bons, on a tous envie de les prendre, donc c'est à dire que vous allez quand même avoir un certain nombre de personnages dans votre armée, et que vous allez ouvrir très facilement votre adversaire, le secondaire, tuer les personnages. Donc ça c'est quand même entre guillemets le défaut qu'on a avec ça, mais sinon hormis ce
petit défaut d'ouvrir quand même des secondaires assez facilement à votre adversaire, bon bah tous les personnages sont exceptionnels. On continue cette fois-ci avec le maître infernal qui lui vaut que 75 points. On peut l'intégrer à une unité de rubrique marine de base. Il va apporter 2 points de cabale. Il va avoir comme aptitude le premier Maelstrom maléfique qui fait que l'unité qui le rejoint va avoir touche soutenue 1. Ça fait que sur un jet de touche critique, c'est-à-dire de 6, alors ça fera une touche supplémentaire. Ensuite, il va avoir l'aperçu de l'éternel qui, une fois par tour, vous pouvez changer le résultat d'un jet de touche, de blessure, de dégâts ou de sauvegarde, donc ce sera l'un ou l'autre, par un 6. Celui-là, il est, moi je trouve bien dans l'optique de prendre, comme on a dit tout à l'heure, l'amélioration qui va rajouter 1 à la force et 1 au dommage de son lance-flamme psychique qui porte à 18 pas. Il est aussi sympa quand même sur les tirs soutenus parce que on se rappelle, donc les Thousand Sun, les rubriques marines ont 2 profils d'armes entre guillemets qui sont soit le lance-flamme soit les bolters. C'est vrai que quand on commence à le prendre avec les bolters et qu'on veut claquer le stratagème qui fait que nos bolts sont force 5 et sont psychiques, bon bah lui on va quand même à faire sur les 6, on va faire des touches en plus grâce à ça. Donc c'est vrai que ça peut aussi apporter ce bonus là. Et puis après, pour terminer, et c'est là où l'unité, le combo qu'on a vu tout à l'heure sur le fait de lui faire des dommages 2 sur son attaque psychique, c'est quand on veut le mettre avec des rubriques marines, vous pouvez le mettre qu'avec des rubriques marines, et que vous allez tirer avec ce personnage pareil sur une unité adverse qui est sur un objectif, son lance-flamme il devient full reroll pour blesser. Et quand vous avez quand même un lance-flamme qui fait 2d6 touches automatiques de force 7, PA-1, dégâts 2, full reroll pour blesser, lui aussi mine de rien il rigole 0, donc c'est vrai qu'il est quand même très très sympa. Il nous reste à voir le sorcier Locos, c'est-à-dire le sorcier des Thousand Sun, à 85 points. Lui il peut rejoindre uniquement les packs de rubrique marine. Il va avoir 1 point de cabale, il va avoir 2 sorts. Le premier c'est que l'unité qu'il a rejoint va avoir touche fatale, le fait d'avoir des blessures sur les jets de touche non modifiés de 6, et l'illusion de Dzin qui fait que tant que cette figurine mène une unité, celle-ci ne peut être prise pour cible seulement si l'attaquant est à moins de 18 pouces. Cette règle est quand même très forte, donc c'est une sorte de le seul qu'on a vu dans tout le codex qui permet de faire ça. C'est quand même très sympa parce qu'on l'a vu que globalement l'armée elle est très sensible aux tirs sans ligne de vue. Donc c'est un personnage qu'on envisagera notamment si on est dans une méta où très rapidement les adversaires commencent à spammer ça, on sera obligé parce que techniquement c'est quand même cher de mettre ça dans une unité de rubrique qui sera que backline et qui servira entre guillemets à rien, mais d'un autre côté entre beaucoup de points qui vous permettent de tenir un objectif et peu de points qui font que votre objectif primaire vous le tiendrez pas, vous investirez dessus. Après à noter que son sort est quand même assez sympa puisque quand on le prend sur sa forme maximale, il fait des touches auto, enfin il fait 2 touches auto chaque fois qu'on fait des 6 à la touche. Donc il commence à beaucoup proquer sur ces touches auto. On se rappelle qu'on peut mettre l'optimisation plus en force, plus en dommage, donc on va commencer à faire beaucoup de touches de dommage 2. Et si on utilise le stratagème full reroll pour toucher, full reroll pour blesser, et qu'on est avec chaque fois qu'on fait des 6, 2 touches en plus, on va commencer à proquer beaucoup de touches grâce à ça, et derrière faire beaucoup de mortels dommage 2. Donc mine de rien, avec l'optimisation qui va bien, lui aussi il va faire des dommages. Donc vous avez 2 options, soit vous le prenez pour faire des dommages, soit vous le prenez pour vraiment vous assurer de tenir votre point chez vous contre des armées qui tirent très fort sur ligne de vue. On va enchaîner maintenant avec les Terminators de Scarabée Occulte. Ils sont jouables de 5 à 10, ils sont à 205 points les 5, 410 points les 10, donc 41 points le bonhomme. On est sur un Terminator complètement standard, il bouge de 5, il a une endurance de 5, il a une sauvegarde de 2, il a une invulnérable à 4 native, il a 3 PV, commandement de 6, souci, puisqu'il faut quand même bien qu'il y en ait, il est au C1. Et il n'a pas moyen d'être boosté de ce côté-là. C'est peut-être la seule faille de l'armée aujourd'hui, littéralement en fait. Maintenant, ils vont avoir 1 point de cabale, puisque le sergent est un sorcier en lui-même, et gardien implacable, puisque tant que cette unité inclut une ou plusieurs figurines psycheurs, à chaque attaque contre cette unité, si la caractéristique de force de l'attaque est supérieure à la caractéristique d'endurance, vous serez 1 au jet de blessure. Donc c'est un mini transhumane, vous serez blessé au mieux sur du 3 par votre adversaire, donc quand même globalement c'est quand même pas mal parce que ça casse un peu les mécaniques, notamment sur du Terminator où avec une sauvegarde à 2+, souvent on a envie de tirer dessus sur des choses un peu plus violentes que juste des bolters pour essayer de les tomber. Donc quand même cette règle là dessus est bien. Maintenant on l'a vu, on va pas le refaire, clairement vous allez prendre un pack de 10 pour pouvoir claquer vos stratagèmes dessus, pour pouvoir les redéployer avec le bon personnage, pour pouvoir faire vos tirs de mitrailleuse, parce que même les tirs de mitrailleuse, même si elles bénéficient pas du stratagème de base, elles sont Devastating Wound comme le canon d'assaut Space Marine. Donc c'est vrai que malgré tout c'est quand même cool de l'avoir de base, même quand on claque pas de strata, de se dire tiens je fais des Devastating Wound naturellement. L'unité elle est super forte et 410 points en réalité c'est pas très cher. Maintenant ce qu'il faudra voir c'est qu'on rentre dans les unités, comme on le voit on n'a plus ces règles de tout n'est que poussière en fonction de ce qu'on tire ainsi de suite, ça c'est fini. Le Thousand Sun n'est plus du tout l'armée qui était avant avec des unités très dures à tuer, très dures à sortir, très tanky et ainsi de suite. Le Thousand Sun vole,
entre guillemets aussi bien que du Marines. Il est relativement cher par rapport à du Marines, mais c'est normal, hein, là-dessus évidemment c'est normal, on voit ce qu'il fait, en tout cas les Terminators. Donc en tout cas il se joue différemment, mais en termes de létalité il est exceptionnel. Et enfin parce que aussi les Terminators, comme vous l'avez vu sur le profil, ils ont quand même des bonnes attaques de corps à corps, de force 5, PA-2, dégâts 2, c'est que 3 attaques mais quand même ça en fait quelques-unes, donc même ça reste une unité de contre-charge acceptable pour le codex, qui vous permettra aussi d'aller parfois sortir des unités qui peuvent venir vous loquer ou faire une charge pour aller tuer des choses faciles à tuer sur un objectif. Est-ce qu'il y a un monde dans lequel tu les joues par 5 ou finalement dans une optique plus MSU, comme c'est OC1, tu iras plutôt systématiquement soit chercher un pack de 10, soit chercher des rubriques marines, parce que pour le coup là, eux à 5 on est qu'à 95 points et on est au C2. Exactement. Bah voilà, je pense que la meilleure stratégie c'est un pack de 10 pour avoir tous les bonus qu'on vient de dire, et après soit du MSU de rubrique marine, parce que justement au C2, parce qu'ils sont létaux sans trop l'être. Après malgré tout un pack full lance-flamme qu'on a dit, hein, qui full reroll, qui est des lance-flammes, force 4, PA-1, voire PA-2, parce qu'on leur a mis l'icône, donc on aura toujours l'icône quand on fait des 6 à la blesse, et on full reroll pour blesser quand on tire son unité sur un objectif. Mine de rien, même 5 rubriques, 5 lance-flammes, ça commence à faire la blague, et c'est encore plus entre guillemets rigolo quand on prend en compte la capacité de faire des tirs en état d'alerte, parce que ça veut dire que j'ai pris, reprenons le pack de 10 avec Harryman dans un Rhino, je les ai débarqués, j'ai fait un coup de footage déjà à mon tour, donc déjà bon, l'adversaire il a pris ça, en plus de ça je suis débarqué, je suis chez toi et je te dis ah tu bouges avec l'unité qui reste, un PC, hop, je te retire dessus, dommage. Donc c'est vrai que le lance-flamme pour ça c'est très très fort, surtout quand il commence à être PA-1, -2. Donc c'est vrai que les rubriques par 10 on peut les voir comme ça, mais sinon on peut, comme tu viens de le dire, les prendre par 5, tout simplement pour avoir de l'OC, pour avoir des tirs et puis avoir un petit chausson pour son personnage. Je trouve que c'est vraiment bien costé, 95 points par contre pour eux. C'est le même prix que, on va dire, le Marines Like. Bon, ils sont pas assez chers chez les Thousand Sun parce que le reste est débile, mais à côté de ça, en tout cas c'est une très très bonne unité. Et en tout cas, moi j'ai beaucoup d'amertume à l'encontre de ce codex, ou en tout cas à l'encontre de Game Workshop qui écrit des codex comme ça. Maintenant c'est trop cool. On a fait la review du codex SMC où tu joues pas un Chaos Space Marine. Là tu vas jouer des Terminators et beaucoup de rubriques marines. Donc en soi je trouve que la colonne vertébrale d'une armée elle est super classe. Elle est bien, et en plus ils ont quand même un défaut, c'est qu'on l'a vu aussi sur, comme les Terminators, ils bougent plus que de 5. Donc mine de rien, ils bougent beaucoup moins bien qu'avant. Alors oui on peut les double move, donc ça pourrait quand même potentiellement faire 10, ou si Magus est à côté potentiellement faire 14, donc c'est quand même très très acceptable dans cette V10, on va pas se plaindre non plus. Mais effectivement ils ont plus la mobilité qu'ils avaient avant. Yes, en tout cas quels que soient les packs, ils vont être très autonomes puisque nativement on rappelle qu'ils relancent léger pour blesser de 1 ou full blessure si la cible est elle-même sur un objectif. Franchement c'est très 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 belle unité. Non franchement très bien, et effectivement comme tu dis on en jouera. On va faire un petit détour du côté des plumes avec les Tsangor. On va commencer par le chaman Tsangor. Il ne vaut que 60 points, c'est un petit châssis. Lui il est de niveau de cabale 1, il va avoir sombre bénédiction qui fait que tant que cette figurine mène une unité, alors elle va avoir un insensible à la douleur tout court à 5+, c'est quand même très fort. Prophète bestial, tant que ces figurines mènent une unité, elles vont avoir +1 à leur jet de touche, et il pourra rejoindre aussi bien les Tsangor à pied que les Tsangor éclairés. Franchement il est pas cher, il est intéressant, alors il a plein d'optiques, on peut jouer comme on s'est dit tout à l'heure solo, puisque c'est une unité qui vole, qui peut bouger, qui peut double move, qui peut faire des actions. À 60 points, why not. On va le voir, les Tsangor éclairés sur 10, ils sont vraiment très sympathiques, parce qu'ils sont pas très chers, ils valent que 45 points. On peut les jouer soit effectivement en mode petit pack de 3 MSU, qui peuvent être là pour essayer de faire des secondaires et embêter l'adversaire, ou pourquoi pas un pack plus grand avec le chaman, qui va quand même beaucoup mieux tirer, notamment avec leurs arcs, qui peuvent faire du snipe. Donc pourquoi pas, ils sont vraiment très bien. Après dans un pack de Tsangor, je pense pas qu'on le jouera, je pense qu'on jouera plutôt le pack de Tsangor solo de 10 ou de 20, parce que ils peuvent prendre de la table, mais l'unité en elle-même franchement se défend, elle est très sympa. On enchaîne ensuite donc avec les Tsangor à pied. Eux ils sont jouables de 10 à 20, 65 points, donc c'est pas cher par tranche de figurine. Faut savoir que donc vous êtes à 6,5 points le modèle. Bon, c'est pas une foudre de guerre. Le fait est quand même qu'à 6,5 points, vous avez un châssis qui bouge de 6 et qui est surtout endurance 4 et pas endurance 3. Sauvegarde à 6, invulnérable à 6, un point de vie au C2. Commandement de 7, par contre ça va être ébranlé, certes, mais on n'oublie pas que si on met le chaman dedans, on a une protection à 5, enfin un insensible à la douleur à 5. Ça fait que vous êtes à 6,5 points le point de vie, et à côté de ça vous êtes en 6 et 5. 5+, exactement. Et puis bah, plus que pas mal, parce qu'en plus quand tu mets le petit bignou et que tu rajoutes la petite bannière qui est gratuite, le bignou, bah on rejette son jet de morale. Donc déjà, même si on a qu'un commandement de 7, globalement on reroll, donc c'est quand même cool. Et ils ont une petite règle passive qui est sympa, qui est que vous allez regarder à la phase de commandement les objectifs que vous contrôlez, vous allez jeter un dé sur un 4+, vous allez gagner un point de cabale. Exactement, c'est pour ça que moi quand même, ceux-là je les aime bien. Pourquoi ? Bon, on l'a dit, pas cher.
Ils ont comme une endurance de 4 avec une 6+, ils sont cool, ils sont OC2. Donc en fait, il y a deux optiques. Ça peut être effectivement une unité de 10 qui va s'occuper de mon objectif chez moi un peu planqué. Mais c'est aussi une bonne unité à double move. Elle pourra pas charger. Mais bon, si votre adversaire vous a laissé la place pour mettre vos 10 socles sur l'objectif, ou même 6 socles en fait, vous êtes déjà OC12. Donc vous allez reprendre quand même très facilement le point de l'adversaire. Donc il suffit que vous ayez fait une advance, vous avez bougé de 6, vous avez une advance de 3, vous avez rebougé de 6, et en gros vous avez une portée de 15 en moyenne avec une unité qui est au C2 et qui va prendre facilement, donc comme j'ai dit, l'objectif. Et si elle meurt, derrière, 65 points. On n'a pas non plus investi une grosse somme pour pouvoir venir contester un objectif, le reprendre. Donc franchement, ils sont très sympas. Et alors, pour le coup, on ne sait pas pourquoi, au corps à corps, il y a deux options. Soit on les fait full arme de corps à corps, mais ils sont force 5. Force 5 pour des Zangor, PA-1, dégâts 1, alors ils touchent qu'à 4+, bon, c'est pas non plus fifou, mais quand même, force 5, quand j'ai vu ça, je me dis tiens, c'est surprenant. En revanche, moi je les aime bien, entre guillemets, pour jouer le scénario avec le pistolet et l'épée tronçonneuse. Il fera beaucoup moins fort, donc ils ont vraiment beaucoup moins d'utilité. Mais moi je les vois vraiment, comme je viens de dire, en les double mouvant pour venir prendre un objectif et puis contester un objectif, ou tout simplement les double mouvant, enfin faisant un double move avec eux pour aller faire une action à un moment donné. Et donc vu qu'ils pourront tirer grâce au pistolet, pourra faire cette action facilement pour 65 points. Donc moi je les aime bien, franchement c'est une très très bonne entrée. On va enchaîner avec leur version éclairée. Là on va les jouer par socle de 3 figurines. On est à 45 points les 3, ce qui est pas énorme, ou 90 points les 6. Vraiment je trouve que c'est excellent parce que vous bougez de 10, t'as tout ce qui est mécanisme de double move et tout, parce qu'en plus tu peux être un sorcier qui peut potentiellement être autonome dedans, blablabla. Eux de base ils vont avoir 30 prime ligne qui fait qu'une fois par tour, quand une unité ennemie rentre dans les 9 de cette unité, ils peuvent bouger de D6 pouces. Et surtout, ils sont au C2. Donc pour 45 points, vous avez 6 OC sur 3 socles qui bougent de 10 voire de 20 pour 45 points. En fait ça va dans le sens du codex débile où t'as tout. T'as même t'as même littéralement 3 gélules de 40 mm qui font au C6 qui te reprennent un objectif à n'importe qui dans le jeu. En bougeant de 20. Et qui peuvent faire une action. Et c'est 45 points. C'est le prix des améliorations. Plus sérieusement, ils sont très très bien eux. Ouais, ils sont excellents. Et puis, alors, ils ont des petits tirs qui sont entre guillemets anecdotiques. Après, bon, on fait des tirs de précision. Alors, on les prend toujours avec les arcs pour pouvoir faire cette fameux je bouge 2 fois et je fais une action si j'ai besoin. Je bouge 2 fois et je viens contester un objectif, comme tu viens de dire, si j'ai besoin. Ils sont vraiment ouais, très très bons. Ils étaient déjà très bons avant pour justement ça, pouvoir faire les secondaires de missions, ainsi de suite. Ils restent très bons en V10. Je pense que clairement, ils auraient mérité d'être OC1. Moi, je sais ce que je pense. Au C2 en fait ça rajoute le fait qu'on a envie de les prendre tout simplement par 3 parce que on se dit que là effectivement si votre adversaire comme on l'a dit a pris beaucoup de létalité et a pris que des unités qui sont au C1 par 5, bon bah ok, j'ai pas besoin de trop me prendre la tête pour venir te prendre l'objectif. Et donc ça ouvre ceux-là et les Zangor à pied, le secondaire fixe qu'on a aujourd'hui dans le jeu, qui est de reprendre tous les tours un objectif à son adversaire, qui est relativement bien parce qu'il peut marquer 16 points max, mais il faut le faire tous les tours. On dit tous les tours en fonction des armées, c'est pas facile. Quand on a des unités qui peuvent bouger de 20 qui sont au C6, en fait bah ça devient, et sans trop s'exposer, ça devient assez facile. C'est-à-dire que soit je te prends ton objectif parce que je viens tout simplement au corps à corps avec Magnus, je te défonce et puis bah l'objectif est à moi, soit j'ai pas envie de trop de m'exposer et j'ai des unités que je vais double mover qui vont juste venir te contester ou prendre l'objectif. Donc c'est vrai que ça en termes de possibilités de jeu c'est très très fort. Yes, et encore une fois, non, j'espère que toi dans chacune de tes listes tu prévois 135 points pour en avoir 3x3. Que ce soit pour les cartes, soit en fixe, soit en tactique, tu trouveras toujours quelque chose à faire. Même en gambit, tu pourras kiffer. Enfin, ils sont extraordinaires. Hein. Et puis juste pour terminer aussi sur les secondaires qu'ils ouvrent, c'est quand même le secondaire de déployer les balises. Parce que mine de rien, si au T1 vous aurez du mal à faire 20 pas, vous n'allez pas pouvoir aller forcément dans la zone adverse au T1. Mais à partir du T2, quand vous allez commencer à vous déplacer derrière les ruines et que vous allez faire tous les tours, je double move et je fais mon action, 4 points de victoire. Je double move, je fais mon action parce que la balise je la fais chez toi. C'est encore 4 points de victoire. Et au T1, si on peut pas le faire parce que c'est compliqué, la balise, je vais la déployer juste au centre de table avec mes Zangor qui vont juste bouger. Alors c'est que 2 points de victoire. Mais ça veut dire qu'avec eux, potentiellement on peut faire 3 x 4, 12, plus 2 fois au centre, on va rajouter 4, ça fait 16 points de victoire. Plus potentiellement, si on reprend les objectifs de son adversaire, ça fait aussi potentiellement 16 points de victoire. C'est-à-dire que quand même sur les secondaires fixes, ouais, mais ça on a des... quand même coûté... Ah non, 120 points. Non, c'est ça, pas grand-chose. Non, mais c'est ça. Et c'est là où c'est super fort. C'est qu'en fait, ouais, on a... Ça t'a coûté 150 € mon gars. Ça, crois-moi que je vais bien me foutre de ta gueule quand tu vas mettre un 20-0. Non, ça c'est vrai. Et puis après, l'autre chose aussi, c'est que le vrai problème de l'unité, c'est que on peut faire des double moves en fait, surtout.
Et c'est vrai que ça ouvre de base. Il y a plein de codex qui ont des unités qui bougent de 10 ou 12 et donc qui pourraient faire ça, mais eux ils bougent que d'une fois. Donc eux ils vont bouger de 20, c'est vraiment très fort. Les amis, ça fait quelques dizaines de minutes que vous le voyez s'épanouir et vous me voyez en train de me noyer. Plus sérieusement, encore une fois, notre but c'est pas de verser du sel, c'est juste d'être un petit peu objectif. Mais là, ça va être mon moment. On va maintenant parler du Land Raider des Thousand Sun. Lui, il vaut 250 points. Et là, je vais pas dissimuler mon sourire. Pourquoi ? Parce que lui, il a un bolter lourd Inferno qui est dégâts 1. Ouais. Chez. C'est pas pourquoi. Ils ont pris le dégât 1 du bolter et ils l'ont rajouté sur toutes les unités. Mais lui, c'est là qu'il manque. C'est vrai. En plus, bon, il est quand même PA-2. Donc il est meilleur PA. Plus sérieusement, on rappelle le Land Raider 250 points, c'est un châssis qui bouge de 10, qui a une endurance de 12, 16 points de vie, sauvegarde à 2, un OC5, bref, quelque chose de complètement correct par rapport à son coût en points, même au contraire, il est plutôt bon. Ici par contre, il va pouvoir avoir 12 figurines à l'intérieur de lui, et on va surtout discuter, est-ce que tu penses que c'est intéressant d'avoir un Land Raider quand tu joues TS ? Bah pas vraiment, non, voilà, je pense qu'on le verra pas. Après, quand même, ce qui est intéressant juste à dire, c'est qu'on l'a vu jusqu'à présent, le TS gère tout, sauf les grosses enduits, les gros véhicules. Alors il y a des mécanismes, mais c'est-à-dire que c'est quand même beaucoup de PC, beaucoup de points de cabale pour commencer à vouloir sortir quelque chose qui tank avec une bonne endurance. C'est aussi si on fait des double bolt, mais sinon... On est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, ça c'est pour un véhicule. Si on tombe contre une armée où l'adversaire commence à jouer type un IK, un CK, j'en sais rien, une armée qui a ne serait-ce que 5-6 véhicules différents, on va un peu plus galérer. On peut pas tout sortir. Donc quand même, le canon laser peut être pas mal. Tu sens que je vomis de l'intérieur de ma bouche. En fait, tu lui fais 14 mortels avec double Doom Bolt tous les tours. Magnus, il en gère un par tour. En 2 tours, ta game est finie. Non, mais s'il y a que ça, il y aura pas que ça. D'accord, oui. Dans une optique de full petit, je l'entends. Mais le mec joue 2 gros, c'est un tour. Ah oui, bon, peut-être. Bon, ok. N'importe où sur la table. Il est salé. Non, c'est réel. Non, plus sérieusement, là, c'est réel. Bref, en tout cas, on continue ensuite avec les Predators. Encore une fois, ils existent en 2 types. On va avoir le Predator Annihilator qui est lui l'anti-véhicule et le Predator Destructor qui lui l'anti-masse, l'anti-élite. Ils sont respectivement à 120 et 125 points. Et j'ai commencé à poser une question. Le Rhino est à 75 points dans ce codex. Pourquoi est-ce qu'il est moins cher que dans tous les autres decks ? Eh ben, il faut poser la question à Games Workshop. Je ne sais pas pourquoi. C'est non, mais en fait, si vous aviez encore un doute sur le fait que quand on fait l'équilibrage, c'est impartial, ou ça l'est pas, et ben là, on vient de le prouver. Voilà. Après, je me suis dit, potentiellement, parce que je me suis posé la question, je me suis dit que vu que c'est des unités qui vont pas vraiment bénéficier des rituels cabalistiques, ni le fait d'avoir des Mortal Wounds parce qu'ils ont aucun phénomène psychique derrière, en fait, c'est des unités qui stock ne bénéficient d'aucune règle de l'armée, en réalité. Non seulement vous faites pas de cabale, ils bénéficient de rien. Donc, est-ce que Games Workshop décide de dire, vu qu'ils bénéficient pas des règles d'armée, ils sont un peu moins chers? Peut-être, je ne sais pas. D'accord. Donc, le sarment de l'instant, pour les Space Marines, c'est normal de payer le Rhino 80 points, la 75, et surtout pour les World Eaters, c'est tellement important qu'ils le payent plus cher eux. Les World Eaters, ils peuvent mettre un C+ Phenopain sur le Rhino. En tout cas, si on regarde rapido, le châssis du Predator, on va d'un côté avoir potentiellement 3 tirs de force 12 ou 14, PA-3, dégâts des 6 plus 1 sur du 3 plus. On pourra relancer les jets de dégâts de 1 quand on cible les monstres ou les véhicules, ou alors dans sa version Destructor, avoir l'autocanon Predator qui va faire 9 tirs de force 9, PA-1, dégâts 3, et j'imagine sur les côtés, soit les bolters lourds Inferno, mais qui là sont dégâts 2, donc je pense que c'est un problème de typo sur le non c'est normal, sur le Land Raider, ou des canons laser. Le fait est-ce que toi t'intègres ce genre de châssis là, puisque tu l'as dit, et moi je t'ai chambré en mode oui, tu peux sortir 2 IK par tour, mais c'est vrai que tu n'as pas d'ouvre-boîte accessible dans l'armée. Moi, j'irai pas les chercher. Il y a que le Rhino, comme je dis, où on se pose la question. 75 points, c'est pas cher. Ça permet d'aller transporter ces rubriques lance-flammes si on a envie. Ça reste aussi une unité qui après pourra pareil faire des quarts de table, faire des actions, faire des airlines ennemis, faire plein d'autres choses que uniquement transporter aujourd'hui son armée. Donc moi je trouve le Rhino vraiment bien. Il bouge toujours de 12, on le bouge 2 fois et donc il va bouger de 24. Pour la petite histoire, tu sais pas pourquoi il coûte 5 points de moins ? T'as pas de missile seeker. Ah, et voilà, c'est pour ça que le World Eater il a 85. non, mais après on sait pas trop. Mais c'est vrai que le Rhino, autant je m'interroge, et c'est quand je fais des listes, j'ai fait des listes avec ou sans les Rhinos, parce qu'en réalité, voilà, c'est des options de jeu qu'on veut prendre ou pas, et on peut pas tout prendre. Mais les autres, clairement, je me suis jamais interrogé à dire est-ce que je le rentre ou pas. Yes, pour ceux qui voudraient imaginer protéger Lord Sangor ou Lord Sangor éclairé, malheureusement ils ne rentrent pas dans le Rhino. Donc c'est vrai que c'est une armée, comme tu le disais, si jamais tu fais des builds trop petits à base de 40 points, je suis au C6 chez moi et chez toi et partout et même sur les autres tables, n'importe quel Wyvern qui passe, c'est rideau quoi. Donc le Rhino est un chausson qui protège aujourd'hui des match-ups avec des tirs sans ligne de vue, mais malheureusement ça ne suffira pas
pour protéger cette Sangor. Ensuite, on va découvrir les rejetons du chaos qui sont jouables maintenant que par 2 à 65 points. Est-ce que tu les trouves meilleurs que chez les SMC? Qu'est-ce que tu peux nous dire chez les TS? Alors bah oui, ils sont meilleurs. En fait, chez le TS, en fait, ils ont pris les autres datasheets des autres Space Chaos, puis ils les ont dit on va les faire meilleurs quand même. Tout simplement parce qu'ils ont quand même une 5 plus invulnérable. Donc bon bah voilà, tout simplement, on a une figure en du 5, 4 PV, 5 plus invulnérable, 5 plus feel no pain. Donc quand même à sortir justement avec des tirs sans ligne de vue ainsi de suite, c'est dur. Maintenant le défaut qu'ils ont, comme tous les spawns qu'on a pu voir, comme tous les rejetons du chaos, c'est que bon bah ils ont pas d'autre rôle que être potentiellement un gardien de but, et ils n'auront pas de létalité réelle puisqu'ils n'ont pas d'arme de tir, donc ils peuvent pas faire d'action. Ils ont qu'une OC1, donc c'est-à-dire quand ils sont deux c'est que OC2. Donc voilà, ils ont quand même tous ces défauts là, mais clairement en tout cas ils ont quand même 5 plus invulnérable et 5 plus Phenopain, donc quand même ils tankent pas mal. Ensuite, on va voir le Vindicator des Thousand Sun. Le Vindicator, donc c'est le gros char avec son gros canon en données. Et lui, il est à 200 points. Il est un petit peu moins cher aussi, justement chez la concurrence. Et derrière, il continue de faire ses D6 plus 3 tirs de force 14, PA-3, dégâts D6. Derrière, il va avoir bouclier de siège qui fait qu'il peut tirer aussi bien quand il est engagé à l'intérieur et à l'extérieur des combats sans aucun malus. Même question finalement. Est-ce que lui, tu le joues? Parce que lui, comparativement à tous les autres, déjà, c'est un excellent t-char, clairement, c'est un très très bon char, un peu cher certes, mais il est endurance 11. Et contrairement à tous les autres armées, il a un double move. Et donc quand tu bouges de 10, mais que tu peux aller chercher, bouger de 20, c'est-à-dire que tu passes d'un champ où tu t'ouvres les diagos à tu t'ouvres toutes les parallèles de la table, par rapport justement au fait qu'une table va faire 44 pouces de largeur. Donc est-ce que lui tu l'intègres ou pas en anti-char à 200 points ou non, parce que 200 points c'est des Terminator? Bah c'est voilà, c'est le problème, c'est que c'est 200 points, il y a d'autres choses à côté. Après je dis pas que c'est pas jouable, je dis pas qu'on peut pas en avoir, c'est comme les Predators, comme on a tout. En fait c'est ça qui est à la fois, je comprends, on peut dire trop fort, mais aussi exceptionnel. C'est que quand on prend toutes les datasheets en disant en fait je peux bouger 2 fois, et que mon move en fait c'est plus 12 c'est 24, plus 10 c'est 20, bah en fait ça ouvre des possibilités d'exploitation de toutes ces datasheets qu'on regarderait pas forcément dans d'autres codex, et qu'on regarde avec un nouveau regard là. Même le Landraider, on est passé vite dessus, mais bon il bouge de 20. Mine de rien, c'est pareil, ça peut être intéressant d'avoir quelque chose qui bouge de 20. Après le problème c'est que comme dans tous les codex ou index, on fait la comparaison avec ce qu'il y a à côté. Donc parfois on va vouloir chercher quelque chose de plus opti, mais là où tu as raison, c'est que le Vindicator, clairement en Thousand Sun, il a une utilité, une place, il est jouable. Yes, bah en fait c'est la même chose, on va parler maintenant du Profanateur. J'ai trouvé ça mignon, ils ont posé mettre la photo. C'est vrai. Sur celui-là, le Profanateur en fait des Thousand Sun. Lui, il est à 200 points. C'est donc le marcheur qui peut ignorer les monstres et les véhicules et les éléments de terrain de moins de 4 pouces. On l'a déjà vu chez les Spaceman du chaos. Encore une fois, est-ce que tu as envie de le jouer avec son endurance de 10, ses 14 PV et ses 5 attaques de force 16 PA-3 dégâts 1, notamment parce que toi tu as peut-être accès au double move, pas pour la charge, mais pour le mieux le rentabiliser. Ouais, surtout qu'il tire quand même pas mal, hein. Mine de rien, là tu vois les trucs de corps à corps, il a son obusier, il a tous les tirs, donc franchement il est assez intéressant. Et même si on peut pas charger, mine de rien, quand on commence à avoir un Profanator en Defiler qui a bougé de 16, qui est en face de vos lignes et qui est juste à vous faire un petit coucou, il faut le gérer quand même. Donc c'est vrai que pareil, en Thousand Sun, on a envie d'aller le chercher. Maintenant 200 points commencent à rentrer sur des niveaux de cost qui sont quand même très élevés et qui font que c'est difficile de les rentrer en plus d'autres choses. Donc c'est pareil, dans la liste on les verra pas toujours comme la plupart des machines démons qu'on va voir maintenant, mais en tout cas si vous les avez dans votre collection, ils sont totalement jouables et ils sont totalement justifiables, donc faites-vous plaisir. Yes, on va ensuite passer du côté du Ferrocentaurus des Thousand Sun. Lui pour le coup il est à 135 points. C'est la version donc tir. On peut soit l'équiper avec deux canons Hades et une mâchoire, soit avec deux canons ectoplasme ou même une troisième si on remplace celui de la bouche pour justement faire les combos qu'on connaît. En l'occurrence je vous invite à regarder le canon ectoplasmique puisqu'il est en déflagration, donc par tranche de 5 figurines des cibles on va rajouter un tir. Donc si on en a 3 on va faire 3d3 plus 3 tir de force 10 PA-3 dégâts flat 3. Et il va aussi avoir l'aptitude salve cuisante puisque à votre phase de tir, après que cette unité a tiré, choisissez une unité ennemie qui a été touchée par une ou plusieurs attaques de cette figurine et elle sera pilonnée, elle aura donc -1 pour toucher. Alors celui-là, il est bien dans tous les codex. Là aussi, il est quand même sympa. Bon, déjà ses tirs sont forts de base. Double move, ça veut dire que tu bouges de 16, que tu peux aller chercher encore une fois voilà, des champs de vision et ainsi de suite. Ligne de vue. Là où il est quand même assez sympa, c'est que c'est chaque unité qui a été touchée par la figurine qui a -1 tweet. Donc on peut aussi imaginer dans toujours cette idée de je te débuff avec cette unité-là, elle bouge plus entre guillemets. Et puis lui, en fait, je vais mettre mes armes blast sur 3 unités différentes, pas forcément pour déjà je vais te faire du dommage, mais pas forcément pour te tuer, mais te dire tes 3 unités qui sont là maintenant c'est -1 tweet.
c'est pareil, c'est quand même intéressant de se dire que 135 points, 135 points c'est pas cher. Hein. En Chaos Space Marine, il est meilleur, ce qui fait des blessures dévastatrices, il vaut 165 points. Il vaut 30 points de moins là quand même. Hein. Donc pareil, ça devient un châssis, on se dit pourquoi pas. Surtout quand on l'a vu jusqu'à présent, le Thousandsen, ça reste une armée de fusillade, ça reste une armée qui est très forte à 12 pas, voire 24, mais surtout à 12-18, c'est là où il va s'épanouir. À plus longue distance, il a beaucoup plus de mal à venir vous chercher et à faire des dommages. Donc c'est vrai que ça peut être une optique de dire, je joue cela parce qu'ils ont une portée plus longue, en plus ils mettent des malus pour toucher, donc ils me rendent un peu plus tanky, et derrière j'avance inexorablement jusqu'à ce que j'arrive dans ma portée, et que là, quand je suis à portée, je te mets la sauce avec tous mes stratagèmes. Ensuite, on va avoir le Ferrocerberus, c'est-à-dire sa version de corps à corps, vous savez, avec ses découpeurs à magma, ses méca flagellum. Lui, il est plus cher. Il est à 140 points, donc 5 points de plus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va avoir la règle chasseur prophétique, qui fait que vous allez pouvoir cibler cette figurine avec le stratagème intervention héroïque pour 0 PC. Et vous allez pouvoir le faire même si ce stratagème a déjà été utilisé lors de cette phase. Maintenant, est-ce que tu le jouerais? Comment tu l'équiperais? Non, celui-là on le jouera pas trop. Alors on peut toujours l'équiper avec ses pistolets pour qu'il ait une phase de tir, qu'il bouge de 20, qu'il fasse une action, blabla. On va pas leur dire sur toutes les dates on peut faire ça. Le problème c'est qu'on n'oublie pas qu'après un double move on charge pas, donc techniquement l'intérêt est moindre. Et puis effectivement aujourd'hui sur son coup en point, moi je préfère prendre celui de tir que prendre celui de corps à corps. Celui de tir me servira tout le temps, celui de corps à corps c'est trop anecdotique. On continue avec le Dreadnought, c'est-à-dire le Métabrutus, qui lui est à 145 points. Derrière, intéressant, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui les Dreadnoughts sont des relais, on va dire, de fiabilisation, puisqu'en général ils offrent des bulles de relance à la touche si c'est des Dreadnoughts standard, et aussi à la blessure pour l'infanterie si ce sont des vénérables. Là ils l'ont adapté puisqu'ils vont avoir le Babil Dément du savoir occulte, qui est une aura qui fait que dès qu'un Psyker à 9 pouces de cette figurine va lancer un rituel, alors il va gagner un point de cabale. Donc très bien, maintenant il est relativement cher. À part ça, alors pareil on peut l'équiper corps à corps, tir, ainsi de suite, mais il va pas avoir la létalité de certaines autres unités de tir qu'on a vu. Après, ce qui est aussi entre guillemets rigolo, c'est que c'est une aura de 9. Rien n'est précisé pour le moment de... Imaginons, je vous dis n'importe quoi, j'ai mes 3 dreads à côté, j'ai mon sorcier qui est dans l'aura des 3, je fais un rituel cabalistique, est-ce que chacun d'entre eux m'en redonne un? Ce qui serait assez con. Ou pas. Moi je pense que c'est des ou pas. clarifications de début de version, mais en général la règle qui porte le même nom. Exactement. Donc c'est ou pas évidemment. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai lu, je me dis oulala, là c'est à dire qu'en gros quand je suis avec 2 points de cabale, je regagne 3. En fait, ça devient vraiment. Parce que moi, depuis que tu joues Thousandsen, hein, une armée pétée, tu deviens un gros con. C'est vrai. En fait, ça dévoile ce qu'on est intérieurement. Tu vois, ça y est. C'est sûr. Tu vois, moi, je joue GK, je suis une petite chatte. Voilà, dans la rue, je longe les murs et puis je suis comme ça. Attention. J'ai plus trop envie de jouer avec les gens. On enchaîne ensuite avec une figurine, malheureusement, qui a un problème de positionnement. On l'a dit la même chose chez les Spaceman du Chaos. C'est le Meta Drake, puisqu'il est à 195 points. Ce qui le sauve, c'est que c'est un aérodyme stationnaire. Ce qui le condamne, c'est qu'il est au C0. Maintenant, il a un conflagrateur qui va faire qu'il va à 12 pouces, il va faire D6 plus 3 touches de force 6, PA-1 dégâts 2. Et lui, si jamais il passe au-dessus d'une unité ennemie, il peut aussi lui dire, toi, t'as pas de couvert. Pareil, je pense qu'on malheureusement, alors en plus c'est une figurine que j'adore, mais on la jouera pas, trop compliqué, pas assez facile à manier sur table. Ce qu'elle apporte finalement, c'est pas quelque chose dont on a besoin dans le codex. Autant les tirs, on va voir, on en a besoin, mais je pense qu'on le jouera pas. Et puis surtout, on va la voir dans quelques instants. Il y a l'entrée, ce qui est l'entrée spécifique des Thousandsen, qui est la Mutalite Vortex Beast, qui elle, pour le coup, est exceptionnelle, avec un coup en point pareil. Un peu trop faible. Elle va coûter 145 points, elle bouge de 10, endurance de 10, sauvegarde à 4, invulnérable à 5, 13 points de vie au C4 et caractéristique de commandement de 6. Au niveau maintenant de ses aptitudes, elle va avoir un insensible à la douleur surtout à 5. Ensuite, elle va avoir une aura qui, à sa phase de mouvement, va lui permettre de regarder toutes les unités ennemies et de jeter un D6. Sur un 1, rien ne se passe. De 2 à 3, une mortelle. De 4 à 5, des 3 blessures mortelles. Et sur du 6, des 6 blessures mortelles. Ainsi que, de toute façon, les unités qui sont à portée de cette aura devront faire un test d'ébranlement. Et on va dire que le seul truc qu'il fallait savoir faire quand tu étais un joueur Thousandsen, c'était de mesurer. Et ben même ça, maintenant, tu t'en fous, puisque grâce à elle, les psycheurs qui font des rituels à 6 pouces ou moins d'elle doublent leur portée. Et en plus de ça, elle fait un certain nombre de tirs. Ah oui, pardon, j'avais pas parlé d'autre chose. Oui, bah oui, parce que elle, à distance, à 24 pouces, elle va choisir un mode de tir pour son vortex. En gros, elle va faire soit un tir qui va par tranche de 5 figurines, va rajouter une touche de D6 plus 3, force 9, PA-2, dégâts 2. Soit un rayon qui va faire justement des blessures dévastatrices de force 18, PA-4, damage D6 plus 6.
soit un petit lance-flamme qui va faire 2 des 6 touches de force 6, PA-1, dégâts 1, ignore couvert. Au corps à corps, il faut non plus pas trop jouer avec elle, puisqu'elle fait quand même 15 attaques sur du 3+, de force 7, sans PA dégâts 1, ou 5 attaques de force 9, PA-2, dégâts flat 4. Je sais pas pourquoi. En fait, le mec, il a pas regardé le coin-point, il a regardé la tronche de la figurine, il y a des tentacules partout, ça ressemble à un macaque bleu, avec 15 bras et un truc dans le cul. Oh, je suis salé. Je plaisante. Non, mais effectivement, en fait, c'est comme ça quand on expliquait qu'au bout d'un moment, on prend les coups en points. Quand vous avez des unités qui valent 130, 140 points des véhicules qu'on a vu jusqu'à présent, et qu'à côté de ça, à 145 points, on a en gros une grosse bestiole qui, quand elle explose, fait des 6 mortels, qui a un 5+ Feel No Pain, plus un 5+ invulnérable quand on est un gros châssis. On a très envie de les avoir parce qu'on se fait tirer dessus comme avec du canon laser, d'autres choses. Donc c'est vrai que la plupart du temps, sa save elle baisse. Lui, il aura toujours une save à 5+. Qui en plus de ça fait des tirs qui sont très corrects. On se rappelle que, alors même son gros bim, on dit ouais c'est rigolo, c'est un tir, c'est sur du 3+. Derrière, c'est de la force. En gros, c'est du double 3+. Maintenant, rien ne nous empêche de dire, écoute, je vais claquer 6 points de cabale sur cette petite bestiole. En fait, je vais avoir droit à réutiliser un stratagème gratuitement. Je fais mon premier jet. Ah, j'ai manqué, reroll un PC. Je fais mon deuxième jet, j'ai manqué, c'est pas grave, j'utilise mon point de cabale et donc je refais mon stratagème de reroll gratuitement. Et donc en fait, mon double 3+, j'ai fait une double reroll. Et là derrière, je te blesse auto, la PA moins plein et derrière des 6+6. Donc sur les véhicules, là pour le coup, on disait qu'on n'a pas d'anti-tank. Là, si on veut vraiment fiabiliser son anti-tank, on peut quand même aussi le faire avec tous les mécanismes qu'on a vu jusqu'à présent. Donc en fait, on se dit ok, donc en plus de ça on a quand même des tirs sympathiques contre du Marines, PA-2, dégâts 2, force 9, on a du Frouch contre de la masse qui est quand même très sympathique aussi. Au corps à corps, comme je viens de dire, on est flat 4, donc au bout d'un moment, quand je charge, il y a un monde dans lequel je fais mal, je peux double move, donc je peux la bouger de 20 potentiellement. Et là où c'est aussi cerise sur le gâteau, n'en rajoutez plus, mais on en rajoute quand même, c'est que à la fin de la phase de move, quand j'ai bougé de 20, je prends 6 pas autour de ma figurine, je vais faire des jets de dés. Sur chaque jet de dés que je vais faire, potentiellement je vais faire des mortels. Pour un peu... en plus des tests d'attrition. Et des tests d'attrition. Si j'ai de la chance, si je fais des 6, t'imagines, je fais des D6 mortels en plus de tous les mortels que je fais à côté. Bref, l'unité à 145 points, elle est exceptionnelle. Alors c'est pareil, on avait plein d'unités exceptionnelles. Si on joue les 10 Terminators, les trucs, on peut pas en rentrer forcément 3, mais celle-là, clairement, on a envie de les jouer par 3, tellement elle est forte. Ensuite, il nous reste à voir les cultistes des Thousand Sun. On est à 65 points les 10, donc 6 points et demi par figurine, 130 points les 20, objectif contrôle 1. Derrière, ils sont éclaireur 6 et pion du destin. À chaque fois que cette unité est détruite, vous allez jeter un dé et sur un 2+, vous allez récupérer un point de commandement. À savoir que quand cette unité détruit une unité ennemie ou que celle-ci est détruite, alors vous allez jeter un dé et sur un 2+, vous allez faire un petit point de commandement. Donc c'est le même coup que les Zangor qu'on a vu tout à l'heure. Celles-là, elles sont que OC1 effectivement. Maintenant, c'est la seule mécanique dans le codex qui permet de gagner des PC. Donc à la limite, si on se dit si on a besoin de PC, c'est quand même les PC sont bien, on peut aussi les jouer. On peut noter aussi qu'ils ont une 6+ invulnérable aussi, mine de rien. Alors ok, c'est gratuit, on les prend, pourquoi pas. Maintenant avec les Zangor, je pense que les Zangor sont un peu mieux. Maintenant le fait d'être éclaireur 6 aussi peut donner une option de jeu dans laquelle ils vont bouger de 6, rebouger de 6, donc 12, ils vont faire une advance, donc ça va faire 15, et ils vont rebouger de 6 en double move, donc ils vont rebouger de 21 pas potentiellement. Donc c'est vrai que pareil, pour aller prendre un objectif si on en a besoin, et puis mourir sur l'objectif et gagner un PC, ils peuvent être aussi intéressants. Il nous reste à voir 2 châssis de Prince Démon. On a la version à pied qui est plus chère que la version ailée puisqu'elle a 210 points contre 190 pour la version ailée. La version à pied a une règle très intéressante qui est la trame du destin, puisque une fois par bataille, au début de n'importe quelle phase, vous allez pouvoir choisir une unité de rubrique marine ou de Terminator, 6 boosts moins tel, et ils vont avoir la règle précision. Ok. Ensuite, ils vont avoir la règle prestige de Tzin qui fait que quand une unité Thousand Sun ennemie est à 6 pouces moins de cette figurine, elles vont avoir la petite digression, donc -1 pour être touché. Bon celui après on va le voir est beaucoup plus fort que celui avec les ailes. Donner précision sur une unité, quand on a vu tous les bonus qu'on a pour tirer sans ligne de vue, faire de la mortelle, blablabla, et se dire en fait si je veux cette unité que je vais cibler, d'abord je vais mettre toutes mes mortelles sur ton personnage et puis le reste ce sera sur le reste, c'est excessivement fort. Il donne aussi malgré tout le fait d'avoir -1 pour toucher, donc c'est pareil, c'est un super buff défensif sur son armée. Après le problème c'est qu'il est cher, on a vu qu'on a beaucoup d'unités qui sont très bien, mais en fait le Thousand Sun a un problème de riche. Tout est bien. Qu'est-ce qu'on va prendre à la fin? Qu'est-ce qu'on va mettre dans sa salade? Il coûte quand même 210 points. Maintenant, il a une endurance de 10, une sauvegarde à 2, une invulnérable à 4. Le mec, jamais il tire dessus. En fait, il a toute ton armée à gérer. C'est pas sa cible prioritaire. Et pourtant, c'est ça qui fait -1 pour être touché. C'est ça qui potentiellement va donner précision. C'est ça qui donne 2 points de cabale. Mais en fait, c'est un pari. Sauvegarde à 2, endurance 10, invul à 4. Il peut mettre 2000 points et rebondir.
Et puis surtout qu'on a toujours les stratagèmes pour le faire suivre, comme on a vu, hein. Double sauvegarde, celle-là c'est dommage 0 et ainsi de suite, hein. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, on peut le mettre sur le prince démon. Donc il est très très bon. Maintenant, on l'a dit, on peut pas tout rentrer, mais c'est un problème de riche, donc en fait on peut faire plein de listes différentes avec plein d'entrées différentes qui seront sympas. Yes, sa version ailée, elle va donner pareil 2 points de cabane. Par contre, elle va avoir des aptitudes différentes puisqu'elle va avoir flamme du sorcier. À chaque fois que cette figurine finit un mouvement normal, on va pouvoir choisir une unité ennemie par-dessus laquelle elle est passée et on va jeter 9d6. Pour chaque 6, ça fera une petite blessure mortelle. Voilà. Ensuite, il va avoir l'aptitude foulée éthérique qui fait que jusqu'à la fin du tour adverse, si cette figurine n'est ni à portée d'engagement ni à portée d'ennemi, alors on va pouvoir la retirer du champ de bataille et la replacer. Ça c'est quand même très fort, hein, de se re-TP. Maintenant, les BM sont anecdotiques, il est quand même cher. Entre les deux, vous allez plutôt prendre celui qui donne précision et qui fait -1 pour être touché, qui est à pied, plutôt que prendre une figurine qui va faire un peu de létalité, mais que vous allez trouver ailleurs. On a fait le tour, les amis, de ce qui va faire l'ADN des Thousand Sun. Globalement, je trouve que l'ADN elle est géniale, c'est-à-dire que c'est ultra bien fait de la part de Game Workshop. Au sein justement de cette armée, quasiment tout est jouable. Quand on parle d'équilibrage, on est aussi bien à l'intérieur d'un livre qu'à l'extérieur. Là, pour tout ce qui est intérieur, franchement c'est du kiff. En termes de rejouabilité, tu vas avoir envie de tout jouer, tu vas avoir envie de jouer les unités qui vont être iconiques de cette armée là. Tu vas jouer sur toutes les phases, et puis sur toutes les phases tu vas salement jouer. Donc c'est trop cool. Le problème c'est quand tu commences à jouer autre chose qu'avec d'autres joueurs Thousand Sun, et là tu te rends compte que tu joues pas du tout le même jeu. Ce qui est rigolo, c'est que si aujourd'hui tu regardes un petit peu les armées qui sont très fortes dans Warhammer 40 000, t'as l'Eldar parce qu'il a un mécanisme de blessure mortelle qui est cassé grâce à ses dés de destin, mais en soi ses unités ne le sont pas. Lui, c'est la première fois qu'on voit où vraiment tout est cassé dans le sens où tout est au-dessus. Et ce qui est très positif par contre, c'est que comme tout est très bien écrit, et ben on va se dire que comme on est sur un index qui va devoir durer dans le temps, on sera capable de durer dans le temps et ça c'est très cool. Par contre, il faut vite que Game Workshop fasse quelque chose sur les coups en point, quoi. Bah, je pense qu'on peut effectivement équilibrer sur le coup en point, notamment on a vu la Mutalith Vortex Beast qui à 145 points est vraiment pas assez cher quand on voit tout le reste en fait. C'est que je dis pas que 145 points c'est pas assez cher, mais globalement quand on s'imagine qu'un profanateur c'est 200 points, qu'un Vindicator c'est 210 points ou 200 points, à côté de ça on voit la bête qui fait des tests de morale, qui fait de la mortelle, qui au corps à corps tatane, qui tank, qui fait bref pour 60 points de moins. Bon bah je pense que tous les joueurs diront bah, je vais jouer 3 bêtes plutôt que 3 Vindicators. Donc effectivement je pense qu'il y a des entrées qui méritent d'avoir un meilleur costing. Je pense qu'effectivement les règles d'armée sont les plus fortes aujourd'hui du jeu, puisque on vient de le voir, elles combattent avec toutes les unités du coup deviennent beaucoup plus fortes grâce aux règles intrinsèques de l'armée. En contre aussi. Exactement. Donc c'est vrai que tout ça combiné fait que le codex est vraiment très fort. Maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est que malgré tout, ils ont gardé cette âme dans le sens où bah, on a envie de jouer Magnus, qui est très fort, mais on va jouer Magnus et quand on joue Thousand Sun, on a envie de jouer Magnus. On va jouer Derwick Marine et donc quand on joue Thousand Sun, on a envie de jouer Derwick Marine. On va jouer des Terminators, mais quand on joue Thousand Sun, on veut jouer des Terminators. Donc quand même là-dessus, merci Games Workshop d'avoir fait un codex où globalement les unités iconiques de l'armée, la bête, la Mutalith Vortex Beast, on ne l'a jamais vue depuis 6 ans. Moi je l'ai depuis 6 ans, elle est dans ma vitrine, je l'ai jamais sorti parce que c'était vraiment un truc qui servait à rien. Je l'ai sorti une fois contre toi, je crois sur un rapport de bataille Sista, et tu l'as tué T1, elle servait à rien. Si ça te faisait plaisir, je l'ai séché. Voilà. C'est laquelle t'as préférée? C'est celle-là. Voilà. Je le note. Peut-être pour cette game qu'aujourd'hui ils ont fait un truc pété. Et ils l'ont vu. C'est moi je me rappelle. Ton petit cœur d'enfant d'obis, t'as chié dessus. Je venais de la peindre à l'aéro, j'étais tout content. Voilà. Et voilà. Et donc non mais plus sérieusement, c'est que c'est vrai que moi à titre personnel qui joue Thousand Sun depuis des années, me dire qu'il y a des unités comme ça, je vais les revoir, je vais les jouer, elles sont fortes et que sur table je vais pas être ridicule, ça me fait plaisir. Me dire que je vais pouvoir jouer Magnus dans toutes mes games et que dans toutes mes games Magnus va être vraiment super fort, super badass, clairement ça me fait plaisir parce qu'il y a beaucoup de versions où bah, les gros on les jouait pas parce que ils étaient trop chers ou trop faciles à sortir ou plein de choses. Là on peut le sortir mais il est difficile à sortir, il va jouer sur 2, 3, peut-être 4 tours, il va donner des problèmes à son adversaire, donc pour tout ça le codex est génial. Là maintenant où tu as raison, c'est qu'il y a des stratagèmes qui sont trop forts. Il suffirait peut-être de les passer à 2 PC, ça calmerait tout le monde parce qu'au bout d'un moment 2 PC pour full roll pour PC. Bien sûr, c'est plus le même jeu quoi. C'est plus le même jeu, donc il y a quand même des moyens de rééquilibrer entre guillemets ce qui est un peu trop fort à l'heure actuelle dans le codex sans forcément tout péter, il y a les points. Mais c'est vrai que là pour le moment quand on voit les autres index, très clairement il est au-dessus du lot. Maintenant moi en tant que petit Thousand Sun je suis bien content, mais je me rends bien compte que je vais avoir beaucoup moins de copains qui voudront jouer avec moi. En fait pour moi on va donner vraiment dans le prisme de la V10. Il y a 2 V10. Il y a la V10 quand tu es un joueur SM, Eldar, Thousand Sun, peut-être CK encore que... Oh, Dark Angel c'est fort aussi. Non, mais c'est SM. Oui SM, ouais. SM parce qu'en fait en gros quand tu fais full reroll des touches, full reroll des blés, tu pètes les stats et la variance. Mais voilà, en fait en gros si tu joues pas dans ces armées là, tu joues pas au même jeu que les autres. Et clairement là,
Je te parle même pas d'échelle de puissance, en tout cas ce qui est cool c'est que c'est un codex qui va te permettre, qui te donne des clés pour réfléchir, qui te donne des clés de mobilité. C'est pour ça que en fait j'étais même pas énervé, quoi. Je rigolais, parce qu'en fait quand on voit une brèche parce qu'un éditeur perd sa crédibilité, c'est rigolo de mettre un petit doigt dedans. Je parle pas de la brèche. Mais à côté de ça, faut quand même noter que les joueurs vont adorer. C'est intellectuellement stimulant, c'est en termes de modélisme, c'est un kiff de ouf. Il y a plein de personnes qui adorent les Thousand Sun et qui pour le coup ont pas toujours été une armée super forte et ainsi de suite. Franchement, kiffé, c'est trop bien. Là c'est le bon moment de sortir vos petits bonhommes bleus. Et puis quand même juste pour terminer, c'est vrai que cette armée elle est très forte, vous pourrez pas tout faire. Là on est dithyrambique parce qu'on vous donne tous les combos qu'on peut faire, qu'on imagine dans notre tête. Mais vous verrez que sur table ce sera jamais aussi binaire que ça, parce que heureusement vous avez quand même un adversaire qui va pouvoir jouer un peu. Et puis pour terminer, c'est une armée qui demande d'avoir beaucoup de personnages, ce qui est aussi iconique de l'armée, parce que l'armée ça a toujours été ça, des personnages très puissants qui vont chercher des reliques, qui sont là depuis des centaines d'années voire des millénaires et qui intrinsèquement sont très forts. Donc ça on le revoit dans l'index. A contrario, ça veut dire qu'à votre adversaire vous allez lui ouvrir assez facilement le secondaire pour tuer vos personnages, et donc ça voudra dire que lui aussi il aura aussi des clés de jeu de se dire de toute façon il faut que je te gère, si je te gère il faut que je te tue, et si je te tue je mets mes points de victoire. Donc en gros c'est que du bonus de venir te tuer ton Magnus, de venir te tuer ça parce que je marquais des points de victoire. Donc il y a aussi ça à prendre en compte, c'est que ça reste une armée qui ouvre ce champ des possibles, et de beaucoup d'armées vont pouvoir s'engouffrer pour justement marquer leurs points de secondaire. Donc ça reste aussi un des problèmes de l'armée, même si à côté de ça elle est très forte, elle est exceptionnelle. Yes, en tout cas un grand merci à toi justement d'être venu chier sur le tapis là, clairement Mystarium t'as chié sur le tapis. Non, c'était propre. Sans trace, au contraire. C'est vrai, de la magie. De la magie. Plus sérieusement, merci beaucoup à toi, c'était très sympa. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo, c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter les amis financièrement, French Game Show, et on a besoin de vous pour justement critiquer les codex pétés, et n'hésitez pas à aller faire un tour sur la plateforme Tipeee, le lien est en description. Et nous on vous dit à plus les Wargamers.